autour de moi. Donc, on va commencer par toi, vas-y. Comme d'habitude, j'aimerais que les conseillers de quartier se lèvent, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit. Si vous pouvez vous montrer, voilà, que vous puissiez identifier vos conseillers de quartier. Vous en avez peu ce soir, mais vous avez la qualité. Mais la qualité est dans le reste du groupe aussi, évidemment. Et quand je dis ça d'autant plus que le conseil de quartier a travaillé sur les jeux que nous avons juste à côté. Donc, si vous avez d'aussi beaux jeux, c'est aussi grâce à eux. Pas seulement, il y a le conseil municipal des jeunes qui a été associé aussi, mais le conseil de quartier a travaillé sur le sujet. Donc, un grand merci quand on voit les. Tout à l'heure, je suis passé à côté, c'était archi plein. Donc, ça revit à cet endroit-là, c'est vraiment très plaisant. On continue avec. Bonsoir, Antoine Beau, directeur de cabinet. Bonsoir, Karine Lowe, directrice générale des services. Bonsoir, Jacques Béagel, directeur général des services techniques. Voilà, donc, c'est aussi les équipes, ce sont les équipes de Jean-Jacques Sen qui ont travaillé pour qu'on ait ces beaux jeux à cet endroit-là. Donc, merci encore aux équipes pour le travail qui a été fait. Alors, avant de vous donner la parole, je voulais faire un petit point très rapide sur un sujet ce soir qui est celui des finances. On devait vous le diffuser normalement, mais vous voyez, les finances sont ce qu'elles sont. Du matériel qui... C'est une bonne façon, un bon préambule pour expliquer que la situation n'est pas des plus simples. Donc, je vais vous expliquer les choses, mais malheureusement, je ne pourrai pas vous diffuser ce que l'on avait prévu de vous présenter. Alors, bonsoir, monsieur André. Allez-y, installez-vous. Vous clignotez encore, monsieur André. C'est interdit. Alors, vous l'avez peut-être vu dans le journal, on l'a déjà évoqué quelques fois. C'est sur ces 10 dernières années, on a fait le calcul là pour cette année particulièrement, puisqu'on avait un prélèvement supplémentaire de la part de l'État. Mais sur les 10 dernières années, quand on fait le cumul de tous les dispositifs de péréquation, vous savez, la péréquation, on prend de l'argent chez vous pour le donner à d'autres collectivités. Quand on fait le cumul de tous les systèmes de péréquation, la baisse de la dotation globale de fonctionnement, qui, rappelez-vous, était une compensation pour une taxe que les villes percevaient dans le temps. Et puis un jour, l'État a dit, je reprends cette taxe et à la place, je vous verserai une dotation de compensation. Cette dotation de compensation, il y a une dizaine d'années de ça, l'État a dit, eh bien finalement, je ne vous la donne plus, en tout cas, je vais le réduire jusqu'au jour où je ne vous la donnerai plus. Pas pour toutes les communes, certaines n'en ont plus, d'autres l'ont toujours. Ça dépend encore une fois, c'est ce qu'on toujours dans ce système de péréquation. Donc quand on fait le cumul comme ça de tous les dispositifs, en fait, sur les 10 dernières années, nous avons été prélevés de 58 millions d'euros. 58 millions d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu plus que notre budget de fonctionnement annuel. Donc c'est, pour faire court, comme si on vous avait pris une année de salaire ou une année de retraite, pour ceux qui sont à la retraite. Voilà. Donc, sur 10 ans, vous avez prélevé l'équivalent d'une année de vos revenus. C'est ça qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous avons donc cette dotation globale de fonctionnement qui était il y a 10 ans beaucoup plus importante et nous avons perdu 11 millions d'euros de dotation. Et dans 2 ans, 3 ans, vraisemblablement, nous n'aurons plus du tout de dotation globale de fonctionnement. Donc, c'est un vrai sujet pour nous qui se pose parce que l'État, petit à petit, nous retire les moyens de fonctionner. Et pourquoi il fait ça, l'État? C'est tout simple. C'est parce que l'État, aujourd'hui, ça devient compliqué de s'endetter davantage pour l'État. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il opère un transfert sur les collectivités en disant aux collectivités, eh bien, vous pouvez vous emprunter pour financer un certain nombre d'opérations. Et donc, je ne vous donne plus de l'argent et vous empruntez, et il déporte comme ça
l'emprunt sur les collectivités. Euh, c'est un calcul qui est un mauvais calcul puisque financièrement, une ville fonctionne plus comme une famille que comme le gouvernement, comme l'État. Puisque l'État, lui, a le droit de s'endetter pour fonctionner, pour payer ses frais de fonctionnement, pour payer ses fonctionnaires, par exemple. Nous, ville, nous n'avons pas le droit. Nous ne pouvons dépenser que ce que nous avons en recettes. Donc, nous n'avons pas la possibilité, heureusement cela dit, nous n'avons pas la possibilité de nous endetter comme le fait l'État, parce que pour qu'une banque nous prête de l'argent, elle va regarder, lorsqu'on fait notre budget, ce que l'on va consacrer à nos dépenses de fonctionnement, et ensuite ce qu'on appelle l'épargne brute, et l'épargne que l'on dégage, la somme que l'on sort pour faire les investissements sur la ville. Et sur cette part donc, que l'on sort des coûts de fonctionnement, elle regarde si nous avons là la somme qui nous permet de rembourser un prêt. Donc, ça veut dire que si vous vous endettez trop, si une ville s'endette trop, elle ne peut plus d'abord, dans un premier temps, investir en marge du fonctionnement, sauf à faire des emprunts à nouveau, mais en plus, elle ne peut plus à un moment aller stopper dans sa volonté d'emprunter davantage parce que, elle n'est plus en capacité de rembourser. Donc, le calcul fait par l'État tiendra sans doute un temps, mais pas très longtemps, parce que les villes ne pourront pas faire comme l'État et s'endetter de manière extrêmement importante. Donc ça pose un vrai sujet, parce que nous avons la chance à Montigny d'abord d'avoir un taux d'endettement extrêmement faible que l'on a toujours maintenu à un niveau très faible. On est à 280 euros à peu près, 270 euros par habitant, quand la moyenne départementale est bien plus élevée. Donc ça, c'est une chose qui nous aide. On fait depuis de très nombreuses années des recherches d'économie dans tous nos secteurs, une dynamique économique sur le territoire avec beaucoup d'entreprises qui nous permettent d'avoir des recettes importantes. Je ne sais plus si on avait échangé là-dessus une autre fois, mais en fait, sur toutes les taxes que la ville perçoit, 50% de ces taxes viennent des entreprises. Voilà. 50%. Donc ça, c'est quelque chose qui nous aide vraiment. Et pour les villes qui n'ont pas un tissu d'entreprise comme celui que nous avons sur le territoire, eh bien, c'est bien plus difficile que pour nous encore. Et donc, on va se retrouver dans une situation très, très complexe. Une autre difficulté s'ajoute dans le fonctionnement des collectivités, c'est que l'un de nos partenaires privilégiés, qui est le département, qui vient subventionner de manière extrêmement importante depuis de nombreuses années tous les projets qu'on pouvait porter en investissement. Je pense par exemple aux deux écoles du quartier des Prés qui ont été ravalées avec une isolation extérieure en début de mandat. Le département avait aidé à largement plus d'1 million d'euros sur un budget qui était d'un peu plus d'1 million d'euros justement. Donc c'était presque une opération blanche pour nous, tellement nous étions aidés par le département. Le département, il y a quelques années de cela, l'État a décidé qu'il ne pourrait plus percevoir de taxes de la part des habitants et a compensé cette disparition de taxes par le fait que le département perçoit ce qu'on appelle les droits de mutation, une partie des droits de mutation. C'est-à-dire toutes les opérations immobilières, quand vous achetez, quand vous vendez, eh bien, il y a toujours une somme, on dit les frais de notaire. En fait, le notaire, il ne touche pas beaucoup sur les frais de notaire. Il touche une petite partie et après, ça se répartit entre les collectivités. Et donc, le département des Yvelines touche touche toujours cette somme donc liée à ces droits de mutation. Quand les ventes se passent bien, c'est formidable et le département touche chaque année un budget qui lui permet de fonctionner. Mais quand, comme nous le vivons depuis 2 ans, tout ce qui concerne le logement est à l'arrêt. Il n'y a plus de ventes en ce moment, très peu, depuis la crise il y a 2 ans de ça. Vous avez un arrêt net à la fois des constructions, mais aussi des ventes de biens dans le privé, parce que les gens, avec les taux d'intérêt qui avaient augmenté, ont ralenti les acquisitions et les ventes. Eh bien, le département des Yvelines, sur l'année 2024, avait une capacité d'investissement sur le territoire des Yvelines, enfin une capacité d'investissement donc, qui était de 284 millions d'euros et qui, en ce début d'année, est tombé à 30 millions d'euros. 250 millions de moins. Donc le département des Yvelines, aujourd'hui, a stoppé toutes les subventions
l'essentiel des subventions qu'ils pouvaient verser aux collectivités. Ce qui veut dire que quand nous, là, nous attaquons les travaux de Pierre de Coubertin, eh bien, pour l'instant, nous n'avons pas de subvention du département, alors que le département nous avait dit en début de mandat, si vous allez sur ce genre de chantier, on vous suivra et on subventionnera de manière importante. Eh bien, aujourd'hui, on n'est plus sur cette possibilité-là. Alors, le département nous a envoyé un document il y a quelques jours de ça. J'en avais discuté avec le président Pierre Védier. Il sait que cette situation est temporaire et qu'à un moment, elle devrait s'arranger. Donc, ce que l'on a prévu, nous avons conventionné ensemble pour qu'au moment où le département retrouvera des finances, il puisse nous aider sur Pierre de Coubertin, même si nous avons déjà commencé les travaux de Pierre de Coubertin, alors qu'en principe, les subventions ne peuvent être versées qu'avant travaux. Donc, il y a cet arrangement, mais ça n'est pas une certitude, parce que nous ne savons pas si le département retrouvera ses marges financières dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. On ne sait pas pour l'instant. Donc, et la région, c'est pareil, elle a aussi des difficultés du même type aujourd'hui. Donc, on est à la fois, nous, pressurés dans nos finances, et en même temps, tous nos partenaires qui habituellement peuvent nous apporter des aides financières extrêmement importantes ne sont pas en ce moment en capacité de le faire, ce qui rend encore plus complexe la construction d'un budget chaque année. Et puis cette année, nous avons eu, vous en avez peut-être entendu parler aux informations, un dispositif qui s'appelle le DILICO. C'est un acronyme, je n'ai plus, dispositif de lissage pour les collectivités. Oui, c'est ça. Alors là, si quelqu'un dans la salle est capable de comprendre le dispositif, moi vraiment, je lui envoie un bouquet de fleurs. En fait, on nous prend 700 000 euros et ces 700 000 euros, on nous annonce qu'on va nous les rendre sur les 3 prochaines années, donc en 3 tiers, moins 10% qui partiront encore dans un système de péréquation. L'épargne en revers. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Et alors, au début, on nous avait écrit en nous disant on va vous prélever de l'argent parce que vous devez concourir au redressement du pays et vous devez contribuer à rembourser la dette nationale. Ça ne fait pas plaisir, mais on se dit si on peut aider dans la mesure de nos moyens à améliorer la situation du pays, d'accord. Sauf que là, on nous prend de l'argent pour nous le rendre. Moins 10. Moins 10. Moins 10. Donc, on est sur un mécanisme. Quand j'ai entendu ça, ça me rappelait Coluche qui disait mettez 2 hauts fonctionnaires dans le Sahara et 2 ans après, il faut racheter du sable. Pour moi, c'est vraiment ça, là. On est dans quelque chose d'assez incroyable, mais c'est comme ça. Et ça vient s'ajouter à tous les systèmes de péréquation qui nous ont déjà été imposés pour cette année. Donc, construire le budget cette année a été particulièrement difficile, d'autant plus que, je vous cite ces 700 000 du DILICO, mais il y a d'autres dispositifs qui se sont ajoutés cette année en plus et qui nous ont réduit d'1,6 million le budget que nous avions prévu. C'est-à-dire que nous avions, à la fin de l'été, globalement préparé notre budget pour l'année 2025. Et un budget qui avait été difficile à monter pour tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et finalement, sur ce budget que nous avions bâti, l'État nous annonce qu'il va nous prélever 1,6 million. Et dans un premier temps, rappelez-vous, c'était sous le gouvernement Michel Barnier. En fait, ce n'était pas 1,6 million, c'était plus, c'était 2 millions. Le gouvernement François Bayrou arrive et on entend de la part du Sénat que la part demandée aux collectivités serait plus faible. Alors on était content, on se dit bon, ben, on va sans doute diminuer de moitié, au moins, au lieu d'être à 2 millions, on sera plus qu'à 1 million, et c'est même un peu moins. Non, mais là je parle pour la ville de Montigny. Et sauf que, et là ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, on a découvert que, concernant Montigny entre autres, le montant restait très important de prélèvement pour la ville. Alors, on s'en était étonné puisque tout était baissé. Et les services fiscaux de l'État nous ont répondu, pour faire notre calcul, nous avons regardé ce que vous avez, vous, budgétairement, mais nous avons regardé aussi le potentiel fiscal de vos habitants. Voilà. En gros, vos habitants ont les moyens de payer des impôts. Donc, on va vous prélever davantage puisque vous pouvez reprendre cet argent en prélevant des impôts auprès de vos habitants.
Voilà. Donc, quand vous entendez des hommes politiques au niveau national vous dire, nous, on ne prélèvera pas les Français, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est fait, mais c'est fait comme ça, différemment, en passant par les collectivités. Voilà. Alors, vous l'avez vu, on a beaucoup pris de temps pour faire le budget puisqu'on attendait que la loi de finances soit votée, hein, parce que on peut pas, tant qu'on ne sait pas combien on va percevoir, évidemment, pour vous construire un budget, c'est compliqué. Donc, on a voté notre budget récemment, là, au mois de mars. Dans ce budget, parce qu'on l'avait construit de manière extrêmement prudentielle, avec ces 2 millions qui avaient été imaginés au départ, ça nous a permis de le faire sans avoir à augmenter les impôts cette année encore, pour la 15e année consécutive. Mais nous avons fait un courrier à l'attention du président du Sénat pour l'interpeller en lui demandant de nous aider. Et nous l'avons fait au niveau de Saint-Quentin avec mes 11 collègues maires de la ville de Nouvelle, en disant attention, il faut tout de même que quelque chose soit prévu pour les collectivités. D'abord, il faut que vous redonniez des marges de manœuvre aux collectivités, parce qu'on est dans les services premiers, les services nécessaires, hein, la cantine, toutes les choses qu'on propose et qui sont indispensables pour les familles. Donc, vous ne pouvez pas mettre des collectivités en faillite, parce que sinon, ben, tout ça, ça ne sera plus assumé. Et la deuxième chose que nous leur avons demandé, c'est d'avoir une règle particulière pour les collectivités qui prévoit que le plan de finances et les échanges financiers qu'il y aura dans les années à venir entre l'État et les communes et les collectivités de manière générale ne soient pas fixés pour 1 an, mais pour 4 à 5 ans. Qu'on ait de la visibilité, qu'on puisse se projeter et se dire, on sait à quelle sauce on va être mangé, et à partir de là, on peut prévoir sur cette période quelle chose on va faire, et qu'il n'y ait pas de changement de règles tous les ans, ce que l'on subit depuis de nombreuses années maintenant, d'avoir tous les ans des choses qui nous tombent dessus et qui n'étaient pas prévues. Donc, je ne sais pas si ça aboutira. À chaque fois que j'entends des responsables, que je peux discuter parfois avec des responsables nationaux politiques, ils sont tous d'accord, mais finalement, quand il s'agit de passer à l'acte, ça n'arrive jamais. Et au contraire, on constate plutôt aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, une recentralisation qui nous plombe, c'est-à-dire que l'État devient prescripteur et les collectivités doivent réaliser ce que l'État demande, ce qui n'était pas l'esprit de la loi au départ, tout de même. Et ça, c'est vraiment dommageable parce que ça alourdit le système et ça rend les choses très compliquées pour les villes. Alors, je ne voulais pas vous plomber la soirée en vous disant tout ça, mais je voulais que vous en ayez conscience parce que ça veut dire, nous, de manière très pragmatique, quand un élu d'un secteur vient me voir en disant, tiens, j'ai une idée, on pourrait faire ça, systématiquement, je vais lui dire, d'accord, mais à quoi tu renonces? Pas de choix. Pas de choix. Et donc, quand les gens, de la même façon, nous disent oh ben, ça serait bien de faire ça là, ça serait bien de faire ça là, etc., d'accord, mais dans le cadre du budget que j'ai. Et qui n'est pas extensible, qui n'est pas élastique. Donc, c'est un vrai sujet pour nous aujourd'hui parce que pour l'instant, et j'espère encore pour de très nombreuses années, on n'a pas à réduire les services, on n'a pas à réduire la qualité d'un certain nombre de choses sur le territoire, mais on a un vrai sujet aujourd'hui avec la pérennité des finances sur la collectivité. Alors, j'ai quand même un espoir parce que, vous le savez, on va accueillir Airbus à Montigny. Je parlais des taxes des entreprises tout à l'heure. Le fait qu'Airbus vienne chez nous, et Airbus ne viendra pas tout seul, il viendra avec des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec Airbus. Et donc, j'espère que ça va dynamiser suffisamment nos zones d'activité du Pas du Lac pour qu'on puisse là aussi toucher des nouvelles recettes. Ce n'est pas seulement ça qui nous redonnera de l'air, mais en tout cas, ça nous permettra de fonctionner, ça nous aidera bien en tout cas. Voilà. Sur les travaux qui ont été votés dans le cadre de ce budget et aussi du précédent, il y avait la rénovation thermique de la crèche Comtesse de Ségur qui est sur le quartier Saint-Quentin, l'aménagement de l'aire de jeu du village que l'on a inauguré, le square Philippine que nous avons inauguré samedi dernier. Nous prévoyons aussi l'agrandissement de l'aire de jeu du Pas du Lac, le démarrage des travaux de rénovation thermique du gymnase Pierre de Coubertin, et ça c'est important. Pierre de Coubertin, c'est le 3e équipement le plus consommateur d'énergie sur la ville. Et donc, le premier étant l'hôtel de ville, et l'autre la mairie. L'hôtel de ville, alors lui, il est des années 80. Le jour où il faudra le rénover avec sa forme, ça sera très compliqué. Et le deuxième, oui, centre aquatique. Centre aquatique.
évidemment, centre aquatique. Donc, donc, le gymnase Pierre de Coubertin, le troisième, qui est le troisième, et nous espérons atteindre une économie de 60% sur les coûts d'énergie avec les travaux, donc ça vaut la peine de le faire. Nous avons aussi la poursuite du plan vélo avec la centre des Mésanges qui va être entièrement aménagée. Nous avons aussi la création d'un terrain de basket 3x3 sur Alain Colas qui sera couvert. Et puis, alors ça, c'est pas dans les financements VIC, c'est dans les financements Saint-Quentin, mais je rappelle que Montigny est le deuxième contributeur au niveau des recettes de Saint-Quentin en Yvelines. Ça sera la passerelle qui pourra nous amener sur l'île de loisirs, dont les travaux vont débuter à l'automne. Des chiffres très rapidement aussi sur la sécurité, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Nous avons appris il y a quelques semaines par le commissaire lors d'un point, puisque nous faisons un point tous les mois, d'ailleurs c'était aujourd'hui notre point mensuel avec le commissaire, nous avons appris récemment qu'à Montigny, nous avions un taux d'élucidation de 52%. C'est hors norme. C'est-à-dire élucidation. Eh ben, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il se passe quelque chose, il y a un cambriolage, il y a un fait. Et bien sûr, les faits qui sont aujourd'hui, ce que traite la police nationale, 1 sur 2 est élucidé. Il faut savoir que la police nationale, le commissaire me disait, un très très bon taux d'élucidation, c'est entre 25 et 30%. Donc là, il me disait 52%, c'est vraiment exceptionnel. Et il nous disait, vraiment sur Montigny, ce qui joue beaucoup, c'est le système de vidéoprotection. C'est ça qui nous a permis de résoudre un grand nombre d'affaires. Donc voilà, je voulais vous donner cette petite information-là, et je m'en arrête là, hein, puisqu'on est là d'abord pour vous écouter. Donc j'ai Christine Garnier qui a branché sa montre et qui va faire ses 10 000 pas ce soir en vous apportant le micro. Parce que ça permettra à chaque fois que vous intervenez, que vous parlez dans le micro, les gens qui nous suivent vous entendent, alors que si vous parlez comme ça, moi je vous entends, mais les gens n'entendront pas, ce qui est moins intéressant. Donc, pour la première question, Monsieur Bouissy, est-ce que c'est la même question que l'année dernière et que l'année d'avant que l'année d'avant? Bon, allez, notez. C'est vraiment ça? Oui, oui, il y en a plusieurs, hein, mais celle-là en premier. Parce que, Oui, parce que celle-là, je vous ai déjà raconté l'année dernière, l'année d'avant et l'année d'avant. Mais je vous ai expliqué pourquoi. Ah, donc, il n'y a pas de trottoir. Hein? Non, mais je vous dis simplement parce que ça ne reprenne pas comme l'année dernière un long temps, ce qui finalement a gâté un peu les gens. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas rien. Non, à ce jour, non, à ce jour, il n'y en a pas. C'est un espoir, mais c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'argent. C'est vrai qu'avec le budget qu'il va y avoir prévisionnel, la rue de la Sereine est mal partie. Je vous dis que moi, quand je sors de chez moi et d'autres voisins, il n'y a pas de trottoir. Bon, on a un peu souffert avec la remise en état de la rue avec Enedis. Ah oui, au lieu que ça dure 3-4 mois, ça a duré une année, oui. Ça a été payé. Oui. Voilà, donc pas de projet, rien. Donc ça veut dire que pour le stationnement, c'est toujours stationnement sur les trottoirs, même si Internet n'est pas respecté, etc. Il n'y a pas de projet, rien. À ce jour, non. Dommage. J'avais une voisine qui me dit c'est l'étude. Ah, écoutez, je vous dis non. Ok, d'accord. Après, deuxième question. Donc, il y avait un panneau d'affichage libre au Club Le Village, il y a quelques temps, avant les travaux, je crois. Et vous le remettez en place quand? Par exemple. Continue? Oui. Alors après, moi, je transmets des demandes. Il y a par exemple une demande des habitants qui se plaignent de l'absence de bancs. Ils ont besoin de bancs par endroit. Alors, il y en avait dans le square Philippe, il y en avait 3 ou 4 qui ont été installés, c'est super. Il y en a aussi, on discutait tout à l'heure, dans le bois de la Coudre, mais il y a par endroit, il y a personne qui dit on n'a pas de banc pour s'asseoir. Bon. Ensuite, j'ai aussi une personne qui m'a plusieurs personnes qui m'ont dit pardon, mais moi, j'ai peut-être pas la même fois que vous l'avez, puisque moi, là-dessus, c'est un minibus qui, à votre fois, il y avait un minibus qui marchait à la demande, etc. Il y avait une demande, apparemment, aujourd'hui, la demande, c'est du côté des girandières et du côté des personnes âgées, c'est que les transports en commun, c'est difficile à prendre, parce que, bon, les bus, ils démarrent très vite, bref, c'est pas très confortable pour elles. Donc, elle souhaiterait qu'il y ait, même en payant le transport, elle souhaiterait qu'il y ait un minibus qui passe à la demande. Il me semble qu'autrefois, ça existait, non? Non, ça n'a jamais existé? Non. Je vous expliquerai. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ok. Après, deux habitants m'ont dit aussi, comment ça se fait que les petites annonces du journal ont disparu? Voilà, n'oubliez pas de moi. Voilà. Donc, alors, toujours celle-là, vous la connaissez, tout le monde la connaît, c'est la petite lappe qui passe devant la sortie du Spar. C'est-à-dire que quand on sort du Spar, on peut être surpris d'avoir un vélo qui passe sous le nez. Je sais qu'il y avait un projet qui était en cours.
Bon, je ne sais pas s'il le bien. Je vous dis. Ok, d'accord. Après, il y a des haies de tuyas qui débordent un peu partout. J'ai signalé à Nicolas Chaudot, je lui ai expliqué, j'ai envoyé des photos. Il y a des endroits, il faut que le piéton il va dans la rue, hein, sinon on ne se croise pas, hein. Donc, il y a des exemples, j'ai transmis des photos. Voilà. Après, bon, moi, je trouvais que la tente des points de compte était super ce qui a été fait, mais, mais c'est parce qu'il n'y a pas la couleur entre le piéton et la piste cyclable. Normalement, il y a une couleur différente et il y a un marquage au sol en relief pour les non-voyants. Normalement, c'est ce qui s'est passé au niveau du centre-ville. Du côté, j'ai l'exemple en tête, c'est la place droit de l'homme du côté du Guyancourt, du Montigny. Il y a l'exemple, il y a une différence de couleur pour les piétons. Là, entre ici et Coupertin, c'est pas triste, hein. C'est verte, Bruno? Au niveau de la couleur, C'est verte ou pas? Non, c'est pas séparé, mais ouais, il y a des traversées piétonnes qui sont ici. donc normalement, il y a une différenciation qui est faite. Je vous dis, il y a l'exemple qui est très bien fait. Je vous dis du côté de la base de droite. Voilà. Voilà, donc, et puis aussi au niveau des conseils de quartier, chose qui est récurrente aussi, c'est comment on fait pour joindre un conseiller qui était élu. Si je veux joindre un conseiller en particulier, je pense que je connais la réponse, mais ce qui serait bien, c'est que quand même des conseillers qui sont élus et on ne peut pas les joindre directement. C'est dommage, mais une petite adresse mail, ça, on pourrait les contacter directement. Voilà. Ok. Alors, sur les panneaux d'affichage libre, il y a des panneaux qui vont effectivement être rajoutés sur la ville dans les prochains mois. Ils sont commandés, Oui. voilà. Je ne crois pas qu'il y ait un panneau qui revienne à côté du club de village. Il ne semble pas, hein. Dans les sites qui ont été retenus, je ne crois pas qu'il y ait le club de village. Il y en avait un. Oui, il y en avait un. Oui, Mais vous le mettez ailleurs, c'est ça? c'est ça. Oui. Ensuite, sur l'absence de banc, là-dessus, moi j'ai besoin qu'on me dise où. Parce qu'il faut qu'on regarde, ça je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas un problème d'installer un banc. Ça va. Par contre, ce que je ne veux pas, c'est installer le banc et qu'après, l'habitant direct qui habite juste à côté appelle en disant, écoutez, c'est insupportable, il y a du bruit tout le temps. Alors, il faut des bancs, hein, il faut des bancs, c'est indispensable. Et effectivement, quand on est par exemple autour des girondières, mais pas que, on peut imaginer qu'à certains endroits, ça soit intéressant d'avoir un banc. Donc c'est pour ça, faites-moi remonter s'il y a besoin à un endroit précis d'un banc, il n'y a pas de difficulté, on pourra en installer. Ça, il n'y a pas de problème. Sur le minibus, non, il n'y a pas eu ça. En fait, à un moment, on pouvait proposer d'accompagner des personnes sur des trajets bien précis pour des rendez-vous médicaux ou des choses comme ça. Mais c'était compliqué, il fallait avoir un chauffeur, il fallait avoir une personne, etc., etc. Donc, on n'a pas pu garder ce dispositif-là. Pour autant, nous sommes en train de regarder avec le service social de la ville quelle autre solution on pourrait trouver pour permettre à des personnes de pouvoir se déplacer sur la ville quand on n'a pas de voiture et qu'il y a besoin de se déplacer. Alors, ça ne remplacera pas le bus quand même. J'entends le bus qui va un petit peu trop vite. Enfin, Il démarre trop vite. il démarre trop vite, oui, il démarre trop vite, mais moi je vois beaucoup de seniors dans les bus qui n'ont pas l'air incommodés. Je pense que le bus c'est quand même une très bonne solution et il faut se rappeler qu'on a quand même le deuxième réseau de bus d'Île-de-France ici. Alors on y est tellement habitué qu'on voit tout ce qui ne va pas dans le réseau de bus en se disant faudrait une ligne là, faudrait une ligne là, mais on a déjà la chance d'avoir un réseau quand même assez exceptionnel. Et puis les girondières par exemple. Là aussi, un point important, pourquoi on avait choisi cet endroit-là pour mettre les girondières et les EHPAD? Précisément parce que c'était en cœur de village avec une ligne de bus et pas au bout de la ville dans une zone d'activité ou des choses comme ça. Donc, on réfléchit effectivement à un moyen de transport alternatif pour des personnes qui auraient des besoins spécifiques. Sur les petites annonces journal, oui, quand on a refait le journal, on a mis moins de pages et on a choisi de sacrifier les petites annonces, sachant qu'on en avait vraiment de moins en moins et que la plupart des gens aujourd'hui passent par Internet pour faire leurs annonces. Donc, voilà. Comment? Oh que oui. Ben oui, donc c'est pour ça. Alors je veux bien croire que pour quelques personnes, il y a un regret de ne plus avoir la petite annonce dans le journal, mais vraiment, ça devenait très anecdotique. Sur la piste cyclable devant le SPAR, là-dessus, oui, les services, on a mis longtemps. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas d'accord avec les services de l'agglomération sur l'emplacement. On a fini par s'entendre
Jean-Jacques et Bruno, vous avez une idée de la date pour les travaux de la piste cyclable devant le spa? C'est l'aglo qui est en Oui. ouvrage. Je n'ai pas de retour exact des compagnies. Ils se sont engagés à ce que ça soit du budget 2025. Bon, c'est dans l'année. Cette année. C'est cette année. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Budgété 2025. C'est budgété 2025. Voilà. Vous avez le tracé? On a le tracé et c'est validé, mais par contre, on va en fait à l'entrée du rond-point, parce qu'on ne pouvait pas les faire passer par le parking. Parce qu'une personne du conseil de quartier nous avait dit attention, si vous faites passer des enfants à l'intérieur du parking, vous pouvez avoir une voiture qui recule, le vélo tout petit, la voiture ne le voit pas, toutes les voitures n'ont pas forcément des capteurs, ça peut être dangereux. Sur le trottoir, on l'a bien vu, c'est compliqué. Donc ce que l'on a imaginé, c'est de faire sortir la piste juste à l'entrée du rond-point sur la voie. On va faire une bande cyclable sur l'intérieur du rond-point, comme ça, et puis il rejoindra la piste cyclable sur le trottoir de l'autre côté. Voilà, comme ça nous permettra d'éviter ce passage juste devant le spa, effectivement. C'est une reprise. Oui, c'est ça. C'est pas un double sens? Non, ça de l'autre côté. Non, ouais, elle fait tout le giratoire, oui. Elle fait tout le giratoire. Oui, ça veut dire que ceux qui viennent Oui, je vois ce que vous voulez dire. du bas du lac vers la de Nicolas, Nicolas Abou, vers ces deux sauts, ils vont ils devoir traverseront comme ça. Ouais. traverser deux fois. C'est Ouais. dangereux. Ben, je sais bien, mais Surtout pour des enfants. oui, mais ça reste dans un rond-point une circulation qui peut se faire. Et après, il faut qu'ils traversent au passage piéton pour reprendre la piste cyclable après. Je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas de solution idéale à cet endroit-là. Et- L'aménagement avec la place que l'on a au niveau du trottoir, on l'a vu devant le spa, ça marche pas. Les gens, Le gros problème des pistes cyclables dans mon pays, etc., c'est justement le manque de continuité qui oblige les cyclistes à traverser, une fois de passer de droite à gauche, à plusieurs endroits des carrefours, et c'est à chaque fois des endroits dangereux. oui. Enfin, les endroits où il y a des manques de continuité, il n'y en a pas tant quand même. Il y en a pas tant. Il y en a. Un côté à gauche, un côté à droite. Oui, oui. Enfin, Non, mais je sais que vous avez un vélo et je peux faire un petit tour en temps si vous voulez. ah, mais je fais. Non, mais le droit, c'est brutal, c'est brutal. Oui. Ah, non, il y a des Mais ruptures. je vous le rappelle, sur le mandat, nous avons réalisé un certain nombre de continuités justement qui n'existent pas. On continue d'en faire, on continuera d'en faire, mais effectivement, on ne peut pas tout régler en quelques mois. Mais l'idée, évidemment, au fur et à mesure, c'est un travail qui avait été fait avec Bruno Boussard et notre monsieur vélo de l'équipe qui est Jérémy Jouglet, qui avait fait travailler un groupe d'étudiants de la faculté sur le sujet, qui avait identifié justement toutes les problématiques qui existaient sur le territoire. Et depuis, c'est dans ce cadre-là que, quand vous parlez du plan vélo dans le budget cette année, eh bien chaque année, nous mettons de l'argent justement pour continuer d'améliorer le dispositif et faire en sorte qu'il y ait le moins de coupures possible. Mais après, on le sait bien, dans le fonctionnement sur la ville, il y a des endroits où, moi je vois devant le Spar, ça a été un débat qui a duré plusieurs années, parce qu'à chaque fois qu'on proposait une solution, il y avait toujours quelqu'un pour nous dire « Ah mais non, c'est pas la bonne solution, ça marche pas bien comme ça pour telle et telle raison. » Donc à la fin, on choisit une solution qui n'est pas la meilleure, qui est peut-être la moins pire, mais je vous entends quand vous faites ça. J'ai l'expérience de savoir rouler à vélo. Ah mais je sais bien, Je sors les enfants de ces je sais très bien. en ville, sur les pistes cyclables, et quand on est dans des situations comme ça, c'est compliqué. Je comprends. Mais on trouve un aménagement qui nous permettra au moins d'éviter d'avoir ce débouché juste devant le magasin qui posait des problèmes de sécurité lui aussi. Donc, on essaye d'avancer comme ça. Je crains qu'on reste sur le trottoir. Alors, écoutez, on a à plusieurs endroits des fonctionnements comme ça avec le rond-point. Je vois juste devant la mairie, par exemple, comme ça. Ça marche bien. Pour aller de l'avenue du Manet à la boue, pas de problème. Mais dans l'autre sens, je pense effectivement les trois quarts des personnes qui ont des enfants continueront de passer devant le trottoir, ça c'est sûr. Écoutez, on verra. On verra. On verra bien. C'est en essayant qu'on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ensuite, sur les tuyas, on fait régulièrement des courriers nos propriétaires. J'imagine, je sais, ouais. Voilà. Après, vous le savez, on n'a pas de pouvoir de contrainte. On peut laisser, Non, on n'a pas de ni la pouvoir de hauteur, ni l'épaisseur. Absolument pas. On n'a pas de pouvoir de contrainte. Comment non. Eh bien, on demande à la personne de couper et on insiste. Et on insiste pour qu'elle coupe. Tout ce qu'on peut faire, à la limite,
c'est de couper à sa place et d'envoyer la facture. Il y a moyen, sauf qu'elle n'est pas obligée de payer. Voilà, c'est ça. Ah mais non. Justement, Eh oui, l'espace public et l'occupation de l'espace eh oui, eh oui, C'est où? eh oui, absolument. La rue Bavière, après, il y a un peu partout. Eh oui. La facture était mise par la mairie ou par les enfants? Elle a été mise par la mairie, puisque c'est nous. Passer par les contributions. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Là, c'est sûr, c'est sûr. mais Malheureusement. ça serait une amende et pas une facture. Non, là, ça ne peut pas J'ai marcher. inventé. L'enquêtement sur l'espace public. Mais on est entièrement d'accord. C'est pour ça qu'on leur écrit, on leur fait des courriers sévères à chaque fois. Pas la première fois, mais la deuxième fois. Alors, vraiment, on leur demande, on les intime de couper leur haie. Le plus souvent, ils le respectent. Quelquefois, on a affaire à des gens qui ne le font pas. Et donc, il faut qu'on insiste. Ça peut prendre du temps. Mais nous n'avons absolument pas de pouvoir de contrainte par rapport à ça. Il faudrait qu'on les attaque au tribunal, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'on a une haie qui pousse, il fallait attaquer le tribunal. Je ne vous dis pas. Voilà pour vos questions. D'autres questions? Centre des pins. Ah oui, la centre des pincements. Oui, heureusement, j'ai mon assistant ce soir, monsieur André, qui est là pour prendre les notes. Mais ici, là, bah, vous pouvez compter sur lui. Donc, sur la centre des pinsons, Bruno, tu as dit, en fait, il y a bien les marquages. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a Attends, le micro pour répondre quand on parle bien, s'il te plaît. sur la centre des Pinsons, il y a deux pistes, Oui. une cycliste et une pour les piétons. Oui. Alors, effectivement, il n'y a pas de changement de couleur de l'enrobé. Et par contre, pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, il y a des bandes rugueuses à chaque intersection, que ce soit des petites sentes qui sortent des résidences ou avant les traversées piétonnes. Ouais, mais vous avez dit intersection, mais si quelqu'un qui est non-voyant qui arrive sur un trottoir, il peut très bien se retrouver par accident sur la piste cyclable. Il ne sait pas où est la piste cyclable. Il ne sait pas où elle est. Alors que les précédents, c'est ce que je disais, ça existe aux centres-villes, vous avez la couleur qui est plus foncée pour les cyclistes, plus claire pour les piétons. Justement, l'alerte Mais il y a un relief, traversée de la piste cyclable. Attendez. L'alerte est pour la traversée de la piste. L'alerte, oui, mais après pour la continuité. Une fois qu'il est dessus, la centre des Pinsons, c'est tout droit. Non, ah bah oui, mais ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du quartier, je ne sais pas que c'est tout droit. J'y vais comme ça avec la carte, je sais où je suis. Mais comme sur n'importe quel trottoir. Non, c'est pas spécifique. C'est prévu, c'est REMA qui le préconise, c'est prévu, il faut une couleur qui différencie les piétons. Si les non-voyants, la couleur. D'accord. La couleur, c'est pour les voyants, parce qu'il y a aussi confusion entre le village et Coubertin, c'est pas triste. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas repéré qu'il y avait un côté piéton et un côté cycliste. Ils n'ont pas repéré encore. Ça se fait gentiment, amicalement, un petit coup de sonnette. Il y a le marque. Pas de souci. Il y a des marquages au sol à Oui, Coubertin. et c'est marqué, mais les gens, ils sont sur la piste cyclable. Ah bah oui, mais ça, il y a des gens avec qui en laissent. Non, ok. Les non-voyants, que, si vous voulez, je me répète, c'est que sur la place de droit de l'homme à Clignancourt, vous avez bien un relief, du relief qui sépare bien les deux. Donc la personne, elle sait où elle est. Parce qu'il y a un marquage au sol. En relief. Oui. Alors, je vous entends. Et là, encore une fois, rappelez-vous ce qu'on s'est dit au début. S'il faut que sur toutes nos pistes cyclables, on reprenne un marquage en faisant. Là, c'est un projet tout nouveau, là, tu viens de se faire. C'était l'occasion de se mettre. Oui, mais attendez. Regardez ce qu'on a développé comme piste encore une fois sur la ville. Soyons raisonnables aussi. On peut toujours faire mieux. Mais je vous ai entendu, monsieur Bussy, mais on ne va pas faire toute la soirée sur ce sujet-là. Simplement, je vous dis, soyons raisonnables aussi. Quand vous expliquez aussi qu'il y a des gens sur une piste qui devraient être sur l'une et qui ne sont pas sur l'autre, ça, c'est sûr que petit à petit, les gens prendront le réflexe et puis chacun s'habitue, etc. Mais l'important, c'est déjà qu'on ait pu dissocier un certain nombre de voies pour les cyclistes et les piétons par rapport aux voitures. C'est ce qui s'est passé. Je crois qu'on peut circuler quand même, et ça m'arrive de circuler à vélo sur la ville. On circule bien sur la ville de Montigny tout de même. En tout cas, c'est le retour que nous font les habitants en général. C'est le retour que nous font les habitants, et particulièrement les gens qui viennent pour la matinée des nouveaux habitants, ceux qui arrivent d'ailleurs et qui viennent s'installer à Montigny. Et généralement, ces gens-là, quand je leur demande qu'est-ce qui vous plaît depuis que vous habitez à Montigny, très souvent, ils nous disent les espaces verts, les pistes cyclables. Voilà. Alors, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure. Une fois qu'on est habitué à nos pistes cyclables, on les regarde d'un œil un petit peu critique en se disant là, il n'y a pas ça, là, il y a la haie qui est trop ci, là, il y a la haie qui est trop ça. Mais
rendons-nous compte un petit peu de ce que nous avons aussi. D'accord, mais Hein en marchant, Je vous ai entendu, je vous ai entendu. On a doublé la largeur de cet espace-là. On a doublé la largeur de cet espace en plus. Une autre question ou d'autres questions, messieurs? Oui, d'accord. Merci. J'aurais trois questions. La première, c'est par rapport au rats. Voilà. Donc, ce sont des questions qu'on m'a posées mes voisins que j'aurais souhaité qu'ils viennent, plutôt qu'ils les posent, mais bon, je les pose à leur place. Donc, il y a effectivement une prolifération de rats dans certaines maisons de mon quartier. Ça peut aller dans les regards, ça peut aller dans les jardins avec des terriers. Et donc, la question qu'ils ont posée, c'est comment est-ce que la commune de l'agglomération propose des actions de dératisation auprès je dirais, des résidences pavillonnaires, ou alors des conseils, des kits, j'en sais rien. Mais aussi, j'ai eu des remarques à ce sujet disant, mais attention, il faut protéger la biodiversité, donc, et aussi les animaux. Non, mais je le dis, je ne fais que répéter. Hein. C'est important de voir le pour et le contre. Et aussi des chats et des chiens qui se baladent aussi, qui pourraient manger de la mort au rat. Donc, c'est une question qui a été posée, donc je la relais tout à fait naturellement en tant que conseiller de quartier, cela va de soi. Deuxième point, c'est une question qui a été posée toujours à propos d'animaux, petits animaux, cette fois-ci les moustiques tigres. Dans mon quartier, peut-être qu'il y en a d'autres aussi, en résidence, il y a une prolifération de moustiques tigres. Je les ai vus, je les ai tués. Bon, pour l'instant, on ne croit pas que ce soit porteur de chikungunya ou d'autres maladies comme la dengue, hémorragique, mais y aurait-il notamment des actions de communication, éventuellement dans le journal de Montigny, pour dire ce qu'il faut faire, parce que il y a, je pense, des moyens de limiter la prolifération de ce type de moustiques et de polymoustiques d'ailleurs. Dernier point, c'est par rapport au projet qu'aurait le PSG de s'installer. Alors, il y a deux craintes qui sont formulées de la part de mes voisins. D'une part, c'est l'atteinte à la biodiversité. On n'est pas loin d'une zone Natura 2000, hein, donc ça, c'est un point qui pose question, que ce soit pour les bruits, la lumière, la nuit notamment. Et la deuxième chose, c'est par rapport également aux impacts quant à la tranquillité des habitants, parce que vous savez qu'au PSG, il y a un public parfois peut-être un peu éméché et conduire effectivement à des manifestations qui ne sont pas forcément très agréables pour les habitants de Montigny et aussi l'agglomération. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et monsieur, allez-y comme ça. Moi, j'ai une seule question à vous poser. J'habite donc le quartier rue des Mérides depuis 20 ans et je m'aperçois que l'entretien de la voirie laisse à désirer. Je l'explique. Tout ce qui est herbe est mal enlevé, ce qui occasionne des problèmes de joints entre les bâtiments et les trottoirs, des joints qui se détériorent. Et deuxièmement, vous avez les bordures en engrais rouge qui sont descellées par endroits et qui n'ont jamais été recellées. Donc là, je voudrais savoir si parce que pour l'instant, c'est pas grave, mais si ça continue, vous aurez des travaux beaucoup plus importants à faire. Très bien. Très bien. Alors, les rats. Quand on devient maire, on n'imagine pas tous les sujets qu'on va traiter. Les rats. Alors, d'abord, je rappelle, il y a plusieurs campagnes de dératisation par an qui sont faites conjointement entre la ville et Saint-Quentin-en-Yvelines pour diminuer la population des rats. On a eu un gros problème au moment du Covid, puisqu'on a arrêté pendant un certain temps de traiter, et donc la population des rats a augmenté de façon exponentielle. Donc, j'avais interpellé Saint-Quentin-en-Yvelines l'année dernière en disant l'année prochaine, on va avoir les Jeux Olympiques. Si les gens circulent au milieu de tous les ratatouilles, ça serait dommage quand même. Donc, ils ont accepté de doubler le nombre d'actions. Au lieu d'en faire 2 sur l'année, ils en ont fait 4 avec nous sur l'année 2024. Nous avons, peut-être que certains l'ont vu, nous avons aussi adressé des courriers aux copros et aux bailleurs
en disant nous allons faire une action d'ératisation sur le domaine public et nous vous invitons à faire la même chose sur vos domaines parce qu'évidemment, les rats sont malins et s'ils repèrent qu'à un endroit il y a du poison, ils vont ailleurs. Donc, on a fait ces opérations-là qui n'ont pas réduit suffisamment encore la population des rats. Alors, nous avons une personne des services techniques qui a été missionnée pour essayer de tout connaître sur le fonctionnement du rat et comment on lutte contre les rats. Et donc, j'ai eu, il y a, je sais plus, il y a 2 mois, 1 mois et demi, un cours d'une heure sur la vie du rat. Et oui, c'est vrai. Mais oui, et qui est très organisé. C'est-à-dire que quand vous mettez du poison quelque part, vous avez un rat qui va venir, qui va goûter. Et ce rat-là ne va pas aller jusqu'au chef du groupe. Il va être cantonné plus loin. Et s'il meurt, les autres rats n'iront plus là où il est allé. Ça se fait comme ça. Et des goûteurs. Et donc, il y a des goûteurs. Exactement, il y a des goûteurs. C'est tout à fait ça. Et donc, il faut trouver des astuces pour permettre à ce qu'un rat puisse rapporter le poison jusqu'au nid où se trouve le leader du groupe. Donc, il y a des méthodes qui existent et ils sont en train, avec Jean-Jacques Sen, là, de regarder quelles techniques on pourrait utiliser pour pouvoir mettre en place des pièges qui soient plus efficaces et limiter la population des rats. On ne met pas des rats sur l'espace public, sur un trottoir, de la mort aux rats sur un trottoir dans l'espace public. Donc, évidemment, pour les chats et pour les chiens, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça va être parce qu'on a identifié que dans un vide sanitaire, que dans un creux quelque part, il y avait quelque chose. Et c'est là qu'on va mettre ces produits-là, mais qui sont mis dans des choses qui, a priori, enfin, les chats n'y vont pas, les chiens encore moins, mais les chats ne les consomment pas. Donc, on n'a pas de problème de ce genre. Même si on a eu ces derniers jours une rumeur qui a enflé de morts de chats empoisonnés. Oui. Vous l'avez vu, hein? On me l'a dit. Voilà, et donc j'ai reçu la dame qui expliquait ça. Je me suis fait gronder pendant une demi-heure par cette dame qui était furieuse pour reconnaître à la fin qu'elle ne savait pas de quel chat elle parlait quand elle parlait de chat qui était mort. C'est comme ça. Donc, sur les rats, voilà, on a ce travail-là, et effectivement, quand on aura les bons éléments pour savoir comment chasser, on fera aussi des courriers aux copropriétés pour indiquer la méthode, expliquer les choses, et on fera un dossier dans le journal. Ne soyez pas surpris. Un jour, il y aura un dossier sur les rats pour expliquer comment on s'en occupe, comment on les prend en charge. Sur le moustique tigre, j'avais vu un courrier, effectivement, il n'y a pas longtemps, qui nous est arrivé. Voilà. Donc, il y a une campagne qui va arriver justement de communication sur le moustique tigre, puisqu'effectivement, il a été identifié qu'il était présent sur le territoire. Donc ça, vous aurez effectivement une communication là-dessus. Sur le PSG, la fameuse question du PSG. Sur les 2 éléments que vous évoquez, c'est-à-dire l'atteinte à la biodiversité et la tranquillité des habitants. Sur l'atteinte à la biodiversité, il faut savoir, par exemple, qu'un des grands sites Natura 2000 que vous avez en France, c'est juste à côté du port du Havre. C'est-à-dire que vous avez toute l'activité du port du Havre, tout ce qui s'y déroule avec tout ce que vous pouvez trouver de polluants, etc. Et la zone, elle est accolée, la zone Natura 2000, à côté du port du Havre. Il n'y a aucun problème de cohabitation entre les deux, ça fonctionne. Donc ça, c'est pas forcément un problème. Le terrain qui serait envisagé pour accueillir le Paris Saint-Germain représente 10% de l'île de loisirs. Il n'est pas collé à la zone Natura 2000, et donc il faudra l'étudier, mais il n'y a a priori rien qui empêche la cohabitation des deux. Sur le côté tranquillité publique, il faut savoir que l'accès du Paris Saint-Germain se fera par le carrefour de la Croix-Bonnet, qui est situé côté Bois d'Arcy. Voilà. Donc, évidemment, des gens pourraient passer par l'île de loisirs, par l'entrée qu'on a du côté du Vélodrome, mais si le projet se faisait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, si le projet se faisait, il serait à prévoir des transports depuis la gare, comme on a fait dans le cadre des Jeux Olympiques, des transports qui seraient mis en place par la région Île-de-France et qui pourraient conduire les spectateurs sur le stade, par le rond-point de la Croix-Bonnet. Donc,
on aurait, nous, un impact sur Montigny qui serait quand même très très faible, puisqu'il y aurait juste la sortie de la gare et l'accès sur l'île de loisirs. Pour vous faire un petit point très rapide sur la situation, vous avez peut-être entendu ces dernières semaines que ce serait massif. Alors, en fait, on n'a aucune certitude sur rien. Chaque ville y va de sa communication, etc. Mais pour l'instant, rien n'est décidé. Je ne sais pas si quelque chose sera décidé avant la fin du mandat parce que, comme j'ai déjà pu le dire, il est possible aussi que le Qatar attende, enfin les propriétaires du club, parce qu'il n'y a pas que le Qatar, il y a un Américain aussi, attendent les élections parisiennes pour savoir ce qu'il en sera après les élections. Donc, pour l'instant, c'est le flou complet. Je le redis, j'insiste là-dessus. Moi, j'ai dit aux gens du PSG, d'accord pour étudier le dossier avec vous. Je suis convaincu, moi, d'une opportunité pour le territoire en lien avec ce que je vous évoquais tout au début, c'est-à-dire nous tenons aujourd'hui sur Montigny et sur Saint-Quentin parce que nous avons un tissu économique extrêmement fort. Or, depuis le Covid, toutes les entreprises sont dans la situation de vouloir changer de bureau parce qu'elles sont trop grandes avec le télétravail. Et dans le cadre de ces déménagements, elles sont aujourd'hui face à des propositions de bureaux en petite couronne et sur Paris, parfois au même prix et parfois même moins cher à la Défense, par exemple, que ce qu'elles payent à Saint-Quentin, à Montigny. Donc, on a une concurrence très, très forte et qui va durer pendant de nombreuses années. Et donc, je me dis que un point comme ça, aussi fort que le stade d'une discipline sportive qui est la plus renommée dans le monde, etc., la plus populaire, etc., c'est un point de lumière sur le territoire qui peut être un élément pour nous qui nous permet de garder notre attractivité économique. Je ne suis pas sûr de ce que je vous dis, mais j'ai bien vu l'effet JO, par exemple, sur le tissu économique, c'était quelque chose de fort. Donc, il y a pour moi cet intérêt-là. Mais à côté de ça, comme je le dis souvent, j'aborde ça très sereinement. Je ne suis d'abord pas un fan de football, désolé pour ceux qui le sont, mais ce n'est pas mon cas. Donc, je n'ai pas les yeux qui brillent quand je vois l'arrivée du Paris Saint-Germain pour l'activité, même si c'est un sport, j'aime le sport en général, mais on m'aurait dit que c'était le Racing, par exemple, je serais peut-être un peu moins impartial. Mais le foot, voilà, c'est moins ma passion. Mais en tout cas, nous avons dit aux gens du Paris Saint-Germain, d'accord pour étudier ça, parce qu'un projet comme ça ne se balaye pas d'un revers de manche en disant non, j'en veux pas. C'est tellement impactant, ça apportera quelque chose de tellement fort sur le territoire qu'il faut le regarder. Par contre, il faut le regarder de manière très objective, en disant pas oui à tout prix. Il faut qu'on regarde bien les conditions par rapport aux notions d'écologie que vous évoquiez tout à l'heure, comment ils s'insèrent, les problématiques de transport, les problématiques de sécurité, tous ces sujets-là, il faudra les regarder et il faut qu'il y ait des réponses satisfaisantes à ce niveau-là. Ce n'est pas à n'importe quel prix. Mais par contre, ne balayons pas comme ça d'un revers de manche en disant j'en veux pas, parce que, encore une fois, on est dans un monde de concurrence aujourd'hui qui est extrêmement fort et tout ce qui peut nous aider à maintenir notre force au niveau économique, il faut le garder parce que c'est ça qui paye nos médiathèques, c'est ça qui paye une partie de pistes cyclables, de nos espaces verts, de tout ce qu'on a aujourd'hui qui rend la vie si agréable sur le territoire. Voilà sur ce sujet. Et pour répondre à monsieur sur la rue des Néréides, alors, qu'avant. Il y a plus d'herbes qu'avant parce qu'on ne met plus de produits phytosanitaires, vous le savez, c'est interdit, il n'y a plus de Roundup. Donc là où dans le temps vous aviez des trottoirs immaculés, absolument propres, eh bien aujourd'hui il y a de l'herbe qui pousse. Je n'ai pas augmenté les effectifs des agents municipaux qui interviennent sur la voie publique pour des raisons que vous imaginez bien. Et il faut y aller à la binette, donc ça prend beaucoup de temps. On a plus de 70 km de trottoir à Montigny-le-Bretonneux, donc c'est assez long. Pour autant, on le fait, ce travail-là, et il y a des équipes qui interviennent tous les jours, donc on le retire. On regardera l'état de la rue des Néréides plus précisément s'il y a des problématiques de choses qui décèlent. Et surtout, l'impasse n'est jamais faite. Donc on vérifiera ça bien. Par contre, une information, je vous remercie de votre question parce que ça me permet de faire l'information à tout le monde. Les brins d'herbe qui poussent au pied de l'immeuble, entre le pied de l'immeuble et le trottoir, ce n'est pas la ville, ce sont les propriétaires. On nous a dit, parce que nous, on va faire le ravalement. Oui. On nous a dit que le joint, il était la propriété de la ville. Oui, mais oui, mais ça pousse dans le joint.
Ah, ça me regarde. Ça, je vois, regarde. Mais normalement, tout ce qui pousse au pied de l'immeuble, c'est de la responsabilité de la copropriété. Les pavillons aussi, les pavillons aussi. Les pavillons. Ah oui, pareil. Ah ben, je sais pas, attends. Mais c'est pour ça que je vous le dis, j'en profite, je vous donne l'information. De la même façon que quand vous avez de la neige sur votre trottoir devant chez vous, c'est à vous de déneiger, c'est pas à la ville. D'accord. Eh bien, quand vous avez de l'herbe qui pousse au pied de votre muret ou qui pousse au pied de votre immeuble, c'est à l'habitant de désherber et pas à la ville. Voilà. Par contre, dans l'impasse Neptune, il y a un litige, ça concerne le transformateur électrique. Oui. Donc là, c'est pas la propriété de commander. Non, là, c'est le concessionnaire qui est propriétaire. Et donc là, c'est jamais. D'accord. Bon, ben ça, on va le faire remonter au concessionnaire. Très bien. Parce que c'est EDF, ça. Oui. Oui. Oui, Enedis, oui. Oui. Merci beaucoup. Une autre question? Il y a aussi des questions en ligne. Oui. Et après, je répondrai à des questions en ligne. J'ai deux questions. Je ne vais jamais en vélo à la gare de Montigny. Ça m'arrive une fois tous les 10 ans. Je l'ai fait il y a 8 jours. Je me suis fait voler mon vélo dans la journée entre 8h et 19h. Est-ce que, alors, ayant fait après mon dépôt de plainte, j'ai appris que c'est la nationale qui doit intimer l'ordre à la police municipale de faire l'analyse de vidéosurveillance. Est-ce que j'ai la chance, est-ce que j'ai l'espoir de pouvoir rentrer dans les 52% des ministères éligibles? Est-ce que ça va être fait? Est-ce que ça va être réellement fait? Parce que pour l'instant, il se renvoie la balle, enfin la nationale n'a rien fait. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que la police municipale va étudier mon cas et étudie tous les cas? Première question. Et deuxième question, c'est sur Airbus. J'ai entendu que c'était reporté. Est-ce que vous avez des informations sur la date de report? On peut prendre les questions de monsieur juste devant. Allez-y, monsieur. Oui, alors moi, puisque on est sur l'excellent travail fait par la mairie pour les pistes cyclables, hein, je crois qu'il faut tirer son chapeau là, mais je voudrais étendre le problème aux piétons, parce que je marche beaucoup à Montigny et je constate que les trottoirs quand même sont dans un état, ne serait-ce que pour aller de la rue du Jeu de Paume jusqu'à la mairie, on a les dalles qui sont disjointes et je pense que beaucoup de personnes qui ont une marche hésitante risquent de chuter. Il y a d'autres endroits d'ailleurs, quand on prend l'avenue Nicolas Abou, la partie piéton est pas en très bon état non plus. Jean-Jacques. La fréquence, cette partie-là de la je pense que c'est Et pour continuer sur les piétons, je vais faire une suggestion qui risque de coûter cher. Pourquoi, alors qu'on a regoudronné la rue de l'ancienne mairie, pourquoi n'a-t-on pas pensé à la reconfigurer? Je rappelle que du numéro 1 jusqu'au 9 bis, il n'y a pratiquement pas de trottoir, sauf devant l'ancienne mairie. Et je constate que des personnes âgées, des parents avec poussette, sont obligés de marcher sur la chaussée. Et ma suggestion, pas trop cher, serait de faire peut-être un passage alterné pour les voitures avec la flèche blanche, la flèche rouge, bleue, sans feu, mais simplement avoir sur cette partie étroite une circulation alternée, ce qui permettrait d'élargir les trottoirs d'un côté ou de l'autre. Hein, voilà. Et troisième question pour la police municipale, serait-il possible de temps à autre ou de façon régulière d'aller voir au bout de la rue du Jeu de Paume, lorsqu'elle tourne à gauche et qu'elle se termine en impasse, c'est une aire d'entrée dans les garages qui est très très souvent occupée par des voitures en stationnement qui vont dans la maison de quartier ou la maison de la danse.
Et je leur mets de temps en temps des petits papiers en leur disant que je vais signaler leur numéro à la police, ce qui n'a strictement aucun effet. Si de temps à autre il pouvait y avoir une ronde pour rappeler, alors je rappelle qu'il y a bien un panneau stationnement interdit des deux côtés, hein, mais malheureusement, il y a beaucoup d'automobilistes indisciplinés. Très bien, très bien. Moi, je voudrais dire assez clairement. Merci. Oui, j'ai une petite réclamation aussi. J'habite rue des Puits. Et il y a Enedis qui a changé les installations. Oui. Mais alors, sur le terre-plein, ils ont creusé avec une pelleteuse. Enfin, c'est très sale, là. Très sale. Alors, j'aimerais bien que ça soit qu'il y ait de la terre. Et puis, si vous pouvez mettre un petit arbuste, ça serait... Non, mais c'est vrai. Quelle espèce? Quelle essence? Quelle essence? Un petit truc, un petit truc. Un petit truc? Vous avez envoyé un courrier? Ah ben, Vous avez envoyé un Non, il y a déjà un grand sapin, mais qui est... Non, mais la terre, franchement, vous allez voir comment c'est fait, c'est ça. Vous l'avez vu, non? Ah non, je n'ai Non. pas vu. Et là, je félicite parce que l'autre fois, ils sont venus balayer, Ouais. chose qu'ils n'étaient pas venus depuis des mois et des mois. Mais il savait que je venais ce soir. Non, et moi, j'ai dit au gars, chapeau, parce que ma fille, elle a fait une réflexion. Et il m'a dit, non, mais on m'a dit de faire que les grands axes. Et là, il l'a fait. Alors, Bon. je ne sais pas comment ça se fait. Je l'ai félicité, moi. On va le réprimander alors s'il respecte. C'est plaisant. Non, mais c'est vrai, c'est devenu sale. J'habite rue des Puits. Parce qu'il y a la terre, il faut qu'on nettoie. Oui, puis Mais sinon, globalement, Ben, avec toutes les couleurs de, c'est moche aussi, les raccords de goudron, là, c'est devenu moche, c'est vrai. Hein. ouais. Alors, ça, c'est vrai que c'est une remarque qui est importante. Pardon, je vais commencer par ça et je vous répondrai sur les questions que vous m'avez posées. Mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai, il faut qu'on se dise, pour ceux qui sont arrivés là dans les années 80, 90, et même avant, vous avez vécu dans une ville neuve. Tous les trottoirs étaient neufs, tous les bâtiments étaient neufs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on refait au fur et à mesure, Oui, mais c'est plus comme c'était parce que ça n'est plus neuf. Ça a 40 ans, 50 ans. Il y a des retouches un peu partout, mais c'est comme un lifting. C'est pas parce qu'on fait un lifting qu'on trouve ses 20 ans. On regarde son âge. Et bien, la ville, elle a 40, 50 ans, voire plus à certains endroits. Et donc, c'est vrai que ça, il faut qu'on se le dise, même si on refait, là, on a refait la rue Jean Cocteau il n'y a pas longtemps, on fait tous les ans, on refait des voies. Et tous les ans, on refait des bâtiments. Mais malgré tout, quand vous avez une voie qui est refaite, vous voyez que la rue d'à côté, vous voyez encore plus qu'elle est vieille parce que on fait la différence entre les deux. Et c'est vrai que ça, maintenant, pour tous ceux qui ont connu la ville dans les années 80-90 où tout était tout neuf, ce qui est quand même pas normal, hein, c'était une situation exceptionnelle, tant mieux, mais c'était une situation exceptionnelle. Donc il faut faire attention à ça. En revanche, on vérifie, et j'ai souvent regardé ce point-là avec le directeur des services techniques, pour regarder les tournées à la fois de nos équipes de la ville, mais aussi des entreprises que l'on fait travailler sur le territoire. Et sauf à ce que quelqu'un me dise, je suis devant ma fenêtre toute la journée et je ne vois jamais personne passer, on a bien des tournées dans toutes les rues de la ville qui se font, pas tous les jours, mais on a des tournées qui se font dans toutes les rues de la ville pour faire de l'entretien. On a dit qu'il fallait qu'il fasse que les axes. Mais parce que lui, c'était sa consigne. Mais il y a d'autres équipes qui interviennent. Lui, donc, il va bien nettoyer. Bon, c'est bien, c'est bien. Et on a entendu pour la terre. Alors, je reviens à monsieur sur le vol de vélo. Effectivement, un habitant n'a pas le droit de saisir la police municipale pour lui demander de regarder les images. C'est pas comme ça que ça se passe. On doit avoir une réquisition de la part de la police nationale pour qu'on puisse regarder les images et surtout pour qu'elles puissent être utilisées. Donc c'est pour ça que ça se passe comme ça, et c'est fait régulièrement. Alors peut-être qu'ils ont eu un certain nombre de cas de vol de vélo, de problèmes, et qui font que ça tarde peut-être un petit peu dans votre cas, mais s'il a été, si le vol est su et qu'il y a une caméra à proximité, la police nationale nous demande toujours, dans ces cas-là, les images pour vérifier si on voit la personne qui fait le vol. Donc normalement, vous devriez, et nous dans ces cas-là, on les transmet, bien sûr, si on a des images
probantes, on les transmet toujours à la police nationale, dans ce cas-là, bien sûr. Bien sûr. Sur Airbus, il y a eu effectivement une petite période on a eu une certaine indécision, une certaine incertitude, non pas sur la réalisation du projet, mais sur sa date de réalisation, qui était liée simplement au fait qu'Airbus connaissait au niveau international certaines difficultés financières avec une baisse d'activité, et que c'était un petit peu compliqué pour Airbus d'expliquer à son personnel de façon générale que les temps étaient durs et d'annoncer qu'un nouvel équipement allait sortir dans une ville. Donc ils ont un petit peu décalé les choses. Par contre, en termes de délai, nous sommes pour l'instant toujours sur une sortie des bâtiments fin 2027 ou début 2028. Donc pour l'instant, à ce jour, il n'y a pas encore vraiment de décalage sur le projet. Et demain après-midi, précisément, j'ai rendez-vous avec Airbus qui me présente, puisqu'il y avait deux opérateurs de cabinets d'architecture qui s'étaient positionnés pour ce projet. Et donc demain, je vois avec Airbus lequel sera retenu pour le projet. Donc on pourra communiquer dessus, vous dire un petit peu ce qu'il en est. Et là, on aura sans doute plus d'éléments à vous donner en termes de date. Mais oui, c'est bien confirmé. Et demain, donc, je saurai quel est l'opérateur retenu. Sur la rue du Jeu de Paume et sur les voitures, bah ça, vous avez noté, hein, on va aller prévenir les automobilistes qu'il ne faut pas se garer à un endroit où ils n'ont pas à se mettre. Sur les dalles disjointes, alors je vous entends et sur Abou aussi, hein, je connais bien le problème, pour y passer souvent par là. Ça sera refait. Pour l'instant, ce n'est pas programmé par la communauté d'agglomération, mais on le refera. On le refera. Vous dire quand, là, aujourd'hui, je ne sais pas, mais on le refera. Et là, c'est pareil. On refait des voies chaque année, et forcément, pendant ce temps-là, tout le patrimoine des voies de Montigny s'abîme. Et donc, au fur et à mesure, vous aurez toujours des voies un peu abîmées sur la ville. Ça, mais l'important, c'est qu'on arrive à avoir des moyens tous les ans pour pouvoir continuer d'entretenir. C'est ça qui compte. Sur le petit trottoir, la rue de l'ancienne mairie, j'entends votre proposition. Je me pose juste la question pour ceux qui arrivent côté rue de la Mare au Cara. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là, puisqu'on est quand même sur une arrivée, un carrefour avec trois arrivées? Est-ce qu'on n'est pas sur un risque là, quand les voitures attendent une qui débarquerait? Il faut qu'on regarde. Mais si on peut améliorer les choses, pourquoi pas? Mais là, pour moi, il y a un souci de sécurité par rapport à ce que vous évoquez. Alors, ça, on en avait déjà parlé il y a pas mal d'années, du sens unique. Et à l'époque, le conseil de quartier avait, alors, ça remonte, hein, ce que je vous dis là, mais le conseil de quartier avait travaillé dessus et les habitants du quartier n'étaient pas d'accord pour une mise en sens unique. Voilà. Ça remonte à loin. Oui, ça remonte à loin, oui. Ah ouais, moi je me souviens. Je me souviens. On peut reposer la question plutôt. Le passage alterné. Non, mais sur le principe, je trouve ça intelligent. C'est juste de regarder si ça ne génère pas un problème au niveau du carrefour. Parce qu'il ne faut pas qu'on rajoute des risques à cet endroit-là. Donc ça, on étudiera. Oui, Madame Brudet, j'ai déjà répondu. Alors, on a des questions. Oui. Ah oui, pour vous répondre, Monsieur Bouissy, sur votre question sur le panneau d'affichage, il sera remis à Gauguin. Parking au stade Gauguin. Voilà. Ah oui, celui qui était au club de village, il sera devant le. Voilà. Mais il y en a d'autres peut-être, je croyais qu'il y en avait un autre. Oui, un autre pour le centre-ville. Il y en a un autre au centre-ville. Ensuite. Alors là, on a ici, attends, on va démarrer par Monsieur Sourdaigne. Ah, Patrick Sourdaigne, ben oui, il n'est pas là ce soir. J'aime bien déjà le. Alors, je vous lis son message. Déjà, le bonjour à tous et bienvenue aux habitants du village présents à cette réunion. Question aux responsables de la police municipale. Attention, Monsieur Pio, c'est pour vous. Bilan de l'interdiction de stationner devant deux seaux suite au marquage au sol. Ça marche. Alors, Mieux. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ouais, c'est plutôt. Je remonte. les gens qui veulent en fait, Sur les voilà, on a. Sur les pics, je respecte pas forcément. Ça, je vais faire une réponse technique, j'ai vu avec l'urbanisme.
Serait-il possible d'avoir une piste cyclable sur l'avenue du Manet? Il y en a déjà. Il y en a déjà une, hein. Il y a un chaussée-d'eau sur la Un première chaussée partie. sur la voie. Chaussée douce, c'est quand on fait une bande sur la route. Est-il prévu de mettre en place le dispositif local présenté lors des JO qui s'appelait Urban Loop? C'était ce petit moyen de transport, vous savez, qui longeait l'île de loisirs. Alors, à ce jour, non, parce qu'il y a des coûts de réalisation qui sont très élevés. Mais en tout cas, l'expérimentation a été très satisfaisante et on verra à l'avenir éventuellement s'il y avait un projet comme ça qui pouvait se développer, parce que c'est vrai qu'il est assez facile à mettre en œuvre, mais là, au niveau budgétaire, c'est assez important. Je vous ai parlé depuis tout à l'heure de la problématique financière pour Montigny, mais je ne vous ai pas parlé de Saint-Quentin, qui est concerné aussi, bien sûr. Et Saint-Quentin, on leur a demandé de faire un effort, nous a demandé de faire un effort de près de 10 millions d'euros. Nous, c'est 1,6 million. Bon, Saint-Quentin, c'est 10 millions. L'hélico. Attends, dispositif l'hélico, là. L'hélico, exactement. Voilà. Donc, ils devraient le voir revenir en 3 ans. Pas tous les 10 millions, parce qu'en fait, comme je vous le disais, il y a le d'hélico, mais il y a d'autres dispositifs de péréquation. Et ça, on a répondu. Non, mais c'est sur le parc du Poirier. Ah, sur le parc du Poirier-Saint-Martin. A priori, il y a de la taille. Les du parc Ça dépassent déborde. largement sur le chemin piéton. C'est vrai, ça. Oui. Là, il faudrait intervenir là-dessus. Il faut faire intervenir la mairie, là. Là, il faut faire intervenir la mairie. Je vais écrire au maire dès demain matin. Ensuite, C'est ça. où en est l'audit qui devait être fait l'an dernier concernant le bruit infernal subi tous les soirs jusqu'à 22h45, 5 jours sur 7 par les riverains habitants face au football, face au club de village, en fait. Ouais, le club de village. Hein. Alors, on a déjà réglé, enfin, on va régler le problème du stationnement. On a mis des lignes pour empêcher les gens de stationner et on va créer une ouverture à l'arrière du club de village pour inciter les gens à rentrer par l'arrière, donc, et donc ne plus le soir rester à discuter devant le club et donc de perturber les habitants qui habitent en face. Donc ça, c'est prévu. Après, nous étudions un système pour amortir les bruits à l'intérieur de l'équipement. On a peut-être une piste sur, puisque en fait, le bruit vient essentiellement du terrain le plus proche, évidemment, des habitations. Donc là, on est en train d'étudier une solution par rapport à ça, si nous le validons avec l'UCPA, nous le mettrons en œuvre et normalement, ça devrait régler une partie des problèmes. Voilà ce que je peux répondre là-dessus. Est-ce qu'il y a... Oui, madame. Et puis, il y a une dame dans le fond aussi, on pourra prendre les deux comme ça. Oui, bonsoir. Moi, j'avais justement une autre question concernant une activité qui génère beaucoup de nuisances pour une partie des habitants de la place des Nymphes, à savoir l'installation d'un emplacement de food truck sur cette place. Alors, je suis au courant de l'historique, à savoir qu'auparavant, au niveau du village, l'emplacement se trouvait devant le club du village. Et suite aux travaux qui ont été effectués, il a fallu trouver un nouvel emplacement pour ce food truck. Je pense que ça a été proposé par des personnes de bonne volonté en disant qu'ils allaient dynamiser peut-être la place qui est très tranquille. Et justement, c'est ce qui est recherché par les personnes qui résident sur cette place. Il faut savoir que nous, on subit, donc j'habite sur la place, on subit des nuisances olfactives importantes par les émanations qui proviennent de ces food trucks. On subit également des nuisances sonores importantes du fait des compresseurs qui sont installés, qui ne sont pas forcément aux normes. Et également par les conversations, parce que les gens discutent devant en attendant avec la personne qui utilise le food truck. Et c'est de plus en plus important puisque donc j'ai déjà informé la personne qui s'occupe des emplacements à la mairie. Donc au départ, c'était un food truck qui venait une fois par semaine le midi. Donc bon, on s'est dit qu'on allait pouvoir effectivement être un peu tolérant et accepter. Mais maintenant, c'est 3 fois par semaine, en soirée également jusqu'à 21h. Là, avec les beaux jours qui arrivent, on pense qu'effectivement, ça va générer de plus en plus de contraintes. Ça peut être toute la semaine, 2 fois par jour. Voilà, donc c'est particulièrement désagréable. Au niveau des odeurs qui pénètrent, je ne parle pas des fenêtres ouvertes. Voilà, on a des odeurs de friture qui rentrent dans nos habitations avec les systèmes de ventilation forcés qu'on a dans les immeubles. Voilà, des nuisances vraiment sonores très importantes. Pour vous donner un ordre d'exemple, on a eu un incendie sur la place. J'étais là.
Voilà, les pompiers ont demandé à ce que le compresseur soit coupé parce que ça gênait au niveau de leur communication. Donc c'est un problème vraiment important. J'entends qu'effectivement, ça peut, les gens, ça apporte une dynamique, mais il y a peut-être d'autres emplacements qui peuvent être plus judicieux, un peu plus loin des habitations, qu'au pied des immeubles. Le syndic nous s'inquiète aussi sur les émanations qui peuvent faire des dégradations sur la façade de l'immeuble. Voilà, donc c'est un réel problème. On parlait tout à l'heure de la problématique des plans qui étaient installés à des endroits où vous ne disiez pas que derrière, les habitants nous disent oui, nous, ça génère des soucis. Ben là, voilà, je vous le dis, parce qu'apparemment, ça n'a pas été remonté par vos services. C'est un réel problème pour nous aujourd'hui. De la même manière, c'est aussi un souci parce que tu es installé sur la piste cyclable, en plein sur la piste cyclable maintenant. Alors, c'est mieux pour nous parce qu'effectivement, ils sont plus collés à la façade, donc c'est beaucoup mieux pour nous, mais ils sont en plein milieu d'une piste cyclable, même si elle va être déplacée d'ici quelques années. Et dernier point, on a beaucoup parlé de l'aspect santé avec les JO l'année dernière, le plan vélo, toute la dynamique qui a été mise en place au niveau de la ville pour développer la santé et le sport au niveau de la ville de Montigny. 2 fois par semaine, c'est quand même des fast-foods qui sont, voilà, des hamburgers frites qui sont proposés aux habitants. Ça ne dit rien. Voilà, donc c'est un réel problème et j'aimerais vraiment que ce soit pris en compte parce qu'il y a d'autres emplacements qui sont possibles au niveau du village, à côté. Voilà. Voilà. Pas derrière chez toi. Exactement. Voilà, donc, effectivement, vous voyez. Voilà. C'est moi, mais pas toi. Et un peu plus loin par ici, hein, voilà. Voilà, donc une illustration, voilà, c'est jamais devant chez nous. Je ne parlais pas du village, mais devant la mairie, ça par ici, vers la mairie, et il y a plein d'endroits où il y a des. Vers la mairie, ça. Devant la plage Jacqueur, en face de la mairie, plage Jacqueur, il y a un peu de chaque. Voilà, c'est un réel problème. Et juste une suggestion, autre chose, une poubelle supplémentaire devant le sport, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui récupèrent des colis, qui jettent leurs déchets, leurs emballages dans les poubelles qui ne serait-ce qu'une deuxième poubelle devant le sport, ce serait plus pratique pour nous. Il y avait une dame au fond qui avait lavé la main tout à l'heure. Ah, Continuer sur le quartier le village. Est-ce qu'il serait possible peut-être de revoir aussi la circulation? Alors, rue des Néréides, les sportifs qui sont un petit peu en retard ne respectent pas la limitation. Donc, peut-être la mettre à 30, je ne sais pas, faire quelque chose, ou des ralentisseurs. Rue Ondine, si on pouvait la mettre en sens unique, parce que les panneaux sens interdits, visiblement, il y en a, ils ne les ont pas vus pour le code de la route. Hein. Et là, en bout de la rue Henri Cochet, on a la piste cyclable juste avant d'arriver à rue de la Source. Il y a à l'angle, il y a le mur d'un immeuble qui nous bloque. Enfin, on ne voit pas les vélos arriver sur notre gauche, tout comme les vélos ne nous voient pas arriver. Est-ce qu'il serait possible de mettre un miroir? Et alors, les vélos, oui, bah, ils passent. Voyou, je non, je ne situe pas. Alors, c'est comme ça. Les piétons. Oui, mais à quel. Voilà. En fait, Henri Cochet. Henri Cochet pour arriver à. Ah oui, d'accord. On est obligé de s'arrêter parce qu'il y a la piste cyclable et après on a un stop. Oui. Alors déjà, il y a des voies. Bon, quand moi, ça m'est arrivé, je me suis arrêtée parce qu'il y avait la piste. Et après le stop, la voiture derrière moi n'a pas apprécié du tout. Donc, bon, visiblement, les automobilistes, on n'est pas tous respectueux les uns des autres. Et pour les cyclistes Et qui arrivent, il faut aussi de revoir pour les stationnements, là, les voitures partout. Et nous, résidents, entre 19h et 22h, on ne peut pas stationner. Ils sont envahis de voitures partout sur les trottoirs. C'est infernal. Le bruit des klaxons, ils n'arrêtent pas de klaxonner. En arrivant, en sortant. Jusqu'à qu'il y a sur les bancs devant notre voiture. Et des bancs pour mettre ailleurs. Bonsoir, madame.
D'abord, la nuisance sonore des aéronefs, parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus d'avions qui passent dans le secteur. Les avions commerciaux et aussi des avions qui vont sur des destinations, des Falcon, des porteurs. Je ne sais pas s'il y a une surveillance qui est exacte. En plus, il y a des avions commerciaux qui passent très très bas. Donc, je suis rue de la République, non loin de la rue de Bretagne. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci. Oui, c'est trop tôt. Notamment de la rue Jean Racine par rapport aux bouches de l'égout. Normalement, il y a un joint qui devrait être posé sur. Et là, apparemment, il y a un joint qui est défectueux. Donc, je l'entends à longueur de journée et surtout la semaine. Moi, je suis au niveau de 82 rue Jean Racine. Voilà. Il y a d'autres questions également par rapport à la rue Jean Racine qui donne sur l'avenue du Parc. C'est lorsqu'on rentre de l'avenue du Parc dans la rue Jean Racine, il y a. Gardez bien votre micro, madame. Non, mais gardez-le devant la bouche quand vous parlez. Voilà, okay. Merci. Oui, donc lorsqu'on rentre Ah non, non, partez pas comme ça. Non, mais madame, vous parlez, vous faites comme ça. Je ne vous entends plus. Donc, au niveau de l'avenue du Parc, lorsqu'on rentre dans la rue Jean Racine, il y a un virage. Et là, une voiture rentre extrêmement vite. Donc, je demande également s'il y a la possibilité d'avoir un miroir. Et les gens pensent, tous les gens pensent que c'est une rue à sens unique. Et c'est vraiment, lorsque des personnes de ma famille viennent, je les préviens à l'avance, parce que plus d'une fois, ils ont été surpris par le fait j'ai pris un truc dans une marque. Ce que je vois, c'est la réflexion. Ce que je vois. Avec un conseil. Voilà. La poussée qui passée, là, c'est du bruit là. C'était une précision. Une information à faire passer surtout à la police. Il y a une quinzaine de jours, donc je rentre souvent assez tard, le week-end, le soir, et au carrefour entre l'avenue Nicolas Rabou et la rue de la Source, les jeunes jouent au football sur le carrefour à 10h du soir. Bon, ça sur la chaussée? Oui, sur la chaussée. On n'en manque pas de terrain sur le. Alors, la question de madame sur les food trucks. Ça m'a bien été remonté par le service d'abord, je vous rassure. J'ai bien eu l'information. C'est vrai que quand on met en place des choses, ça a des avantages et ça a des contraintes. On a voulu mettre des food trucks à cet endroit, mais à d'autres endroits de la ville, pour apporter de l'animation, pour soutenir l'activité des commerçants. Parce que quand vous créez un food truck, comme vous l'avez dit, vous créez du flux qui profite aussi aux commerçants qui sont sur la zone. Et c'était l'idée que nous avions eue, de pouvoir mettre en place des choses comme ça. Et il se trouve qu'un des endroits où vraiment ça fonctionne sur la ville, c'est sur la place des Nymphes. On a d'autres sites sur la ville où on a mis des food trucks et qui marchent assez mal, qui fonctionnent assez mal. En revanche, ceux qui viennent sur la place des Nymphes, pas tous, mais certains fonctionnent très bien. Et donc, on n'a pas envisagé de supprimer les food trucks sur la place des Nymphes, puisque ça apporte de l'activité sur les commerces. En revanche, vous avez évoqué un sujet qui est un vrai problème, qui est celui des compresseurs. Et donc, oui, moi, oui, des odeurs, oui, je vous entends là-dessus, mais encore une fois, j'ai pas partout où je mets des food trucks, je vais avoir des gens qui vont me dire j'ai des odeurs. Et vous ne pouvez pas mettre un food truck au milieu de nulle part, parce que les gens n'y vont pas. Il faut mettre un food truck là où il y a du passage, où il y a du stationnement, où il y a des gens. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, dans ces cas-là, on arrête de mettre des food trucks sur la ville. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, madame, c'est que un food truck, si vous voulez que le food truck gagne de l'argent. Non, mais je dis ça pour vous, c'est rhétorique. Si on veut soutenir l'activité des commerçants et qu'on met des food trucks, ce qui était une demande des habitants de la ville, travailler dans ce sens-là.
On a mis en place des food trucks. Le food truck, il se trouve que les food trucks fonctionnent sur la place des Nymphes plutôt bien, ce qui est bien pour les commerces. Alors oui, ça peut provoquer des nuisances, et donc il faut qu'on regarde, ça c'est ces odeurs, s'il y a certains food trucks qui sont peut-être moins privilégiés ou regarder les horaires. Par contre, ce que l'on a regardé, ce sont les problématiques de compresseurs, parce que là, il y a un vrai problème effectivement de nuisances sonores et de pollution permanente pour vos appartements, pour vos logements. Et donc là, on a commandé un coffret pour pouvoir installer une prise électrique pour qu'il n'ait plus à avoir de compresseur. Donc, je vous fais une réponse, j'imagine, qui ne vous fait pas plaisir. C'est qu'en disant ça, j'installe le food truck sur la place, mais par contre, je supprime les problématiques liées au compresseur. Mais, oui, une partie du problème. Mais je vous dis, dans ces cas-là, si je dois mettre les food trucks uniquement dans des endroits où il n'y a pas d'habitation autour, je mets des food trucks dans des endroits où les food trucks ne fonctionneront pas. Et donc, dans ces cas-là, il faut que j'arrête de mettre des food trucks sur la ville. Oui, c'est vrai, mais ça fait partie des choses qui apparaissent sur la ville et qui plaisent à un certain nombre de personnes. Oui. Oui. Ah oui, non, le projet, ça, simplement au lieu d'être au milieu. Ah, il y a aussi la place. Il est aussi Mais vous êtes sur une place commerçante, madame. Vous êtes sur une place commerçante. Vous êtes sur une place commerçante. Non, mais c'est une place commerçante. Et je crois c'est important d'avoir, sur une place commerçante, d'avoir des commerces qui vivent. C'est nécessaire à la vie. Donc, quand vous habitez à un endroit où vous avez des commerces, oui, vous avez certaines licences liées au commerce, mais c'est aussi, vous avez la chance aussi d'avoir des commerces en bas de chez vous. Et je crois qu'on peut tous se réjouir d'avoir des commerces de proximité sur Montigny-le-Bretonneux. C'est une vraie chance. Donc, il faut aussi regarder ce côté-là, madame. Donc, je veux bien entendre qu'il peut y avoir certaines nuisances qui sont générées. Et je vous dis, on va traiter la problématique des nuisances liées au compresseur. Mais par contre, qu'il y ait une activité commerciale dans votre quartier, je pense que ça, c'est une bonne chose. Effectivement, quand on habite sur une place commerçante, c'est comme quelqu'un, il y a un monsieur là dans la salle qui connaît bien le sujet, puisqu'il a habité très longtemps, le manga a été très longtemps juste à côté de chez lui. Ça génère des nuisances aussi, c'est vrai. Mais en même temps, on est heureux d'avoir un endroit où on peut aller boire un verre. Il faut ça aussi dans une ville. C'est pas juste une ville dortoir, Montigny. C'est pas juste une ville dortoir. Voilà. Ça a toujours été une place commerçante depuis sa conception, madame. Depuis sa conception, c'était une place commerçante. Non, non. Madame, j'ai travaillé à l'élaboration d'une partie de cette place, donc je connais le sujet. Je peux vous le dire. Et cette place, elle était destinée à accueillir des commerces. Et si on n'avait pas accueillir des restaurants, on l'aurait fait. Malheureusement, on n'a pas pu en trouver à l'époque. Mais on voulait y installer un restaurant. C'est ça la vie d'un quartier, madame. Et regardez sur les autres quartiers, vous prenez la place Marcaillon, par exemple, au plan de l'église. Non, mais je vous le dis encore une fois, vous êtes sur une place commerçante, madame. Vous êtes sur une place commerçante. J'ai bien entendu, madame, votre problématique sur le club Le Village, comme je l'expliquais tout à l'heure. J'ai entendu là les problématiques de circulation, on va regarder ce qu'on peut faire. Et comme je vous le disais, l'entrée ne sera plus du côté du... Déjà, on fait plus de contrôle aujourd'hui, mais l'entrée ne sera plus par l'accès que vous connaissez aujourd'hui, mais sera à l'arrière du bâtiment, de façon à ce qu'on n'ait plus les regroupements et tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ça. Voilà. Je peux juste rajouter. Vous avez signé un décret municipal contre les nuisances sonores. Oui. Qui dit que le bruit doit s'arrêter à 22h. Alors, pourquoi le club ferme à 22h45, ce qui induit donc des gens qui sont dehors pour vraiment rester au minuit. Non, mais le bruit. Le restaurant. 22h. Oui. Non, ce n'est pas ce type de bruit-là, madame. C'est pas ce type de bruit-là. Mais par contre, je vous dis, le gros du problème, ce sont les gens qui sortent le soir, effectivement, et qui restent discuter devant l'équipement. Et donc ça, on a prévu dans le budget cette année, on a prévu des sous pour créer un passage, une ouverture de l'autre côté, pour que les gens ne soient plus devant chez vous, mais soient à l'arrière du bâtiment. Parce que je vous ai entendu... Jusqu'à 2h du matin. On a réduit ces soirées, madame. On a réduit ces soirées. Oui, mais on en a réduit. On a sérieusement réduit les soirées de ce type-là. Les klaxons, la capacité du club Le Village, c'est 120 000 personnes par an.
Montigny fait 35 000 personnes. C'est-à-dire que vous réunissez ces clubs de village 4 fois la population de Montigny. Et 400 personnes par filière. Vous vous rendez compte, 400 personnes par ça, ça représente à peu près 300 voitures qui viennent. Je comprends, madame. Mais une ville, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre différentes choses, dont ce qui apporte de la vie et de l'activité dans une ville. On n'est pas une ville dortoir. On n'est pas une ville dortoir. Alors, non, mais j'entends votre agacement, je comprends. Et je vous dis, on le prend au sérieux. On le prend. Si vous me demandez ce soir, est-ce que demain je ferme le club de village, je vous réponds non, madame. Je ne le fermerai pas. Non, non. Non. Je vous ai dit sur les soirées, c'est la même façon. J'ai eu plusieurs soirées. Non, ça n'a rien à voir, cet arrêté municipal, madame. Ça n'a rien à voir. Si vous savez mieux que moi, on ne va pas en discuter parce que ça ne sert à rien. Mais je vous dis que non. Si vous voulez, on en discutera à la fin, je vous expliquerai. Mais non, ça n'a rien à voir. Très bien, madame. Je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Par contre, je ne vois pas intérêt de faire tout ce côté. Personne ne se garera derrière. Il y a même pas une dizaine de places. Il y a des places tout le long. Il y a des places tout le long. Vous avez des places Vous avez des places tout le long. Tout le long. Vous avez des places. Ben, si, ils iront puisqu'ils auront l'entrée par là. Mais si, vous pouvez ressortir. Bien sûr, vous pouvez ressortir. Mais bien sûr qu'ils pourront sortir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, Vous allez avoir des places de stationnement pour les bus? Non, pas pour les bus. Non, c'est pas prévu. Alors, la deuxième poubelle devant le SPAR. Non, je ne vais pas mettre une deuxième poubelle devant le SPAR. On ne va pas multiplier les poubelles. On va pas, non, désolé. Ensuite, qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, le problème de la piste cyclable que vous évoquiez, madame, ça, on va regarder. Hein. Alors, on met pas de système, on met jamais sur la ville de système de miroir parce que, en fait, les miroirs, c'est accidentogène. Donc, on ne met pas de système de miroir. Mais par contre, le problème a été évoqué, donc on va regarder ce qu'on peut faire, ce qu'on peut trouver comme solution. Vous n'étiez pas à la réunion hier soir sur le PLU? Vous êtes courageuse. 2 soirées de suite, bravo. Bravo, madame. Et ensuite, nous avions donc sur Jean Racine, sur le joint défectueux. Avant le disque, il y avait la circulation. C'était mis 20 à l'heure et maintenant c'est passé 30 à l'heure. D'accord. Je suis arrivée en 94, c'était 20. C'était 20 à l'heure, à l'entrée de la rue Jean Racine. Bon. Voilà, 53. Alors, la rue Jean Racine. Elle roule sans doute plus vite que la vitesse limitée, que la limitation. 50-60 sur l'entrée de la rue Jean Racine, ça fait bon. Ah oui. Oui. Au niveau de la réglementation, si on met à 20 km/h, en fait, c'est une zone partagée et ça devient une zone où il n'y a plus de stationnement. Trottoir. Il n'y a plus de trottoir. C'est ça une zone 20. C'est une rue où les voitures roulent, les voitures sont garées. Oui. Là, on va missionner votre conseil de quartier pour regarder le sujet, madame. Hein? Parce que là, j'ai... Ah, bon. Ben, très bien. Ben, vous serez suivi alors. Très bien. Et sur la plaque d'égout qui bouge, là-dessus, vous avez, si vous allez sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que c'est une voie qui est gérée par Saint-Quentin-en-Yvelines, enfin le réseau, Oui, je vous entends. On peut passer l'info Il faudrait préciser l'endroit. C'est bon, là, c'est 82 rue Jean Racine. On va s'en occuper même. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur et madame. La question concerne la traversée des piétons, rue Nicolas Abou, à côté de Kessel. Le feu pour piétons dure 11 secondes environ, qui est insuffisant pour traverser une circuit.
Et c'est pas vraiment justifié parce que le feu de voiture dure 35 à 40 secondes. Donc, ça, on va aller à la poubelle, ça s'arrête au milieu, parce qu'on peut largement cocher les gens. Je voudrais savoir si les vélos ont le droit de prendre en sens interdit la rue de la République. Non. On va pas matérialiser. Ah non, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de place. Ça venir aussi la mosquée qui est installée à Brooklyn et des militants nous avons, notamment des gens qui solidarisent dans notre résidence. On s'était rencontrés. Donc il y avait des choses qui avaient été convenues. Oui. Force est de constater qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas respectées. Donc il y a le stationnement. On a eu la période de Ramadan. Quand j'entends l'appel à la prière de mon jardin, ça me perturbe un petit peu. Le vendredi, hors période de Ramadan, je ne suis pas souvent là, mais on avait dit que les personnes ne devaient pas faire de circulation. Or, on constate que les gens sont encore au carrefour à faire la circulation. Voilà, il y a quand même un certain nombre de choses qui, à mon avis, ne sont quand même pas encore bien rentrées dans l'ordre. On pourrait savoir comment on peut faire. Oui. Ah, les avions. Pardon, madame. Oui, les avions. Je vais répondre d'abord effectivement à la question de madame, excusez-moi. Sur les avions, on a chaque année un point avec la base aérienne qui est située à proximité pour savoir un petit peu au niveau des vols militaires quel type de trafic on peut avoir. Et on n'a pas noté ces derniers temps une augmentation particulière de ces vols-là. Voilà. Par contre, vous... Alors, vous pouvez avoir parfois des vols, effectivement, sur des choses comme ça. Et là c'est vraiment, ce sont des choses sur lesquelles on n'a absolument pas la maîtrise. Avant le 14 juillet, par exemple. Oui, il y a des moments, vous avez effectivement, avant le 14 juillet, vous avez des temps comme ça, il y a un certain... Mais, écoutez, on reposera la question, mais c'est pour relire, moi, c'est quand même. Là, je ne sais pas vous répondre. Là-dessus. Oui. Je poserai la question à la préfecture. Attendez, je vais me renseigner auprès de la préfecture, mais ça passe au-dessus de Montigny, hein, également. Donc, oui, on a toujours l'impression que ça passe au-dessus de sa tête, mais en fait, ça passe. Oui, mais à vol d'oiseau, j'habite pas très loin de chez vous et je ne suis pas beaucoup chez moi, je suis plus en face, mais c'est peut-être pour ça. Mais je ne vois pas tant que ça de vol. Mais on va se renseigner auprès de la préfecture. Côté armée, dans les informations qu'on a reçues, non, a priori non. Mais côté vols commerciaux, par contre là-dessus, si jamais j'avais la confirmation qu'il y avait plus de vols commerciaux, je ne pourrais que vous dire oui, il y a plus de vols commerciaux. Oui, je vais me renseigner, mais c'est tout ce que je pourrais faire, vous imaginez bien, sur un sujet comme ça. Sur Abou Kessel, oui, c'est une traversée en deux temps. Mais, c'est pas si sûr que ça. J'ai noté la question, donc on la posera à 50 ans en Yvelines, mais on est toujours dans ces histoires de temporisation avec les tournes à gauche.
Oui. Et le fait qu'il y ait un tourne à gauche fait qu'on a des temporisations parfois qui peuvent être. Et c'est vrai que avant que les tournes à gauche ne soient mis, les couloirs différenciés ne soient mis en œuvre, hein, c'était il y a une bonne quinzaine d'années de ça. Avant, quand on avait juste la voie de gauche qui nous permettait de tourner à gauche, il y avait une temporisation qui était différente. Et à partir du moment où ils ont créé ces couloirs de tourne à gauche, ils ont distingué des voies qui permettent d'aller tout droit, on a eu des temporisations différentes. Donc, je poserai la question, mais à mon avis, c'est tout simplement lié à ça. Et si c'est lié à ça, on ne pourra pas y toucher parce qu'il faut bien que les uns et les autres puissent traverser. Mais c'est vrai, je me suis déjà fait la réflexion aussi en passant là que le feu était assez court. Il a tourné à droite. Oui, et il y a oui, en plus, il y a le tourné à droite. Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, il y a le tourné à droite. Oui, on va laisser priorité au. Non, mais il y a un moment, il passe au rouge. Et oui, mais pour exactement. Oui, absolument. Mais la priorité doit être. Vous avez raison. Et après, madame, donc la question sur la mosquée, on a pu constater effectivement pendant la période du Ramadan des débordements. Donc, on a pris contact avec l'association. Je sais que l'association a été en contact avec la résidence des Allées du Château pour voir un certain nombre de choses. C'était avec vous? D'accord. Bon. Ils sont toujours volontaires, hein. Après, ils sont parfois peut-être un peu débordés. Donc, on a, nous, fait un courrier il y a peu de temps pour leur demander d'être extrêmement vigilants. Et je leur ai dit dans le courrier que si on constatait encore des véhicules qui étaient garés à des endroits où ils n'avaient pas à être, il y aurait des verbalisations. Donc ça a été vu. Ils nous ont assuré que dans l'organisation de ces périodes-là, ils mettaient en place des choses. Aujourd'hui, ils ont 80 bénévoles, je crois, pour organiser l'accueil. Donc, normalement, ça devrait réduire un peu. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus rien, parce que ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, normalement, on devrait avoir moins de problématiques de ce genre sur les vendredis classiques et sur le ramadan. Donc, ils ont désormais l'interdiction de stationner partout. Ça leur a été écrit. Mais ça, on va leur signaler. Ça, on va leur signaler, on va leur demander d'agir là-dessus. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai en ligne. Alors, une question en ligne. Suite à la fermeture de la banque à côté de Dessau, et maintenant la liquidation judiciaire de la pharmacie, une idée des magasins qui vont s'installer. Ben oui, on a besoin de magasins. On est bien d'accord. Alors, côté banque, je ne veux pas vendre le scoop, mais voilà, vous aurez quelque chose. Bon, allez, c'est pas moi qui le dis, c'est la dame. Non, c'est pas un food truck. Il y en a devant des food trucks. Non, ça sera vraisemblablement une fromagerie. Vous la connaissez? Non, mais j'ai entendu dire que ce n'était pas fait parce qu'il y a un problème de coffre-fort. En bas. Ah. Le coffre-fort que la banque n'a pas enlevé. Ah, un coffre-fort que la banque n'a pas enlevé. Eh bien, il faut... Non, mais c'est pas fait. On va regarder dedans alors. Enfin bref, pour l'instant, l'information que je peux vous donner, c'est ça, c'est que ça serait une fromagerie. Il y a un étage qui marche avec. Oui, il y a un Ah, ben appartement. oui, je sais Il pas. y a un sous-sol aussi. Oui, il y a le coffre. J'habite juste derrière, je sais. Il y a le coffre. Les camemberts. Vous n'avez pas un tunnel, vous, qui mène au coffre? Non. Vous avez des rats. On va demander aux rats. On va les- Alors moi, on en a reparlé cette semaine en me disant que c'était en cours. Ça fait beaucoup de frais. Ah, mais vous avez peut-être raison, hein, mais moi, les dernières informations que j'ai eues encore là étaient plutôt positives. Mais dans des affaires de commerce, on ne sait pas. Et après, sur la pharmacie, par contre, pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Il faut que vous sachiez sur les pharmacies. C'est un sujet qu'on avait regardé là aussi, il y a longtemps, quand on avait voulu mettre en place une pharmacie sur la place Wicklow au Pas du Lac. On avait appelé l'ordre des pharmaciens, on avait regardé avec eux, et à l'époque, ils nous avaient dit, non, vous n'aurez plus de pharmacie sur Montigny-le-Bretonneux parce qu'il y en a déjà trop. Et sachez que dans les prochaines années, les petites pharmacies disparaîtront. Pourquoi? Parce que les grands magasins aujourd'hui, les supermarchés font tout ce qui est parapharmacie, qui était une grosse rentrée financière des pharmacies.
Et vous avez les seuls qui arrivent à tenir aujourd'hui, ce sont les pharmacies soit très importantes, soit les pharmacies qui sont en réseau et qui arrivent à acheter à des prix plus bas. C'est pour ça que vous avez la pharmacie ADA, par exemple, au Saint-Quentin, qui, elle, s'agrandit encore, même parce que, justement, c'est comme ça qu'elle tient. Hein, elle fonctionne très bien. Mais une petite pharmacie comme ça, c'est pas surprenant, effectivement. En termes de rentabilité, aujourd'hui, ça devient très difficile pour un tout petit magasin comme ça. Après, le lieu, au niveau commerce, c'est quand même plutôt pas mauvais. Alors, je ne sais pas, mais on peut imaginer qu'ils trouveront quelque chose pour remplacer l'agence, parce que avec l'activité de la boulangerie, c'est quand même un beau point d'attraction, très très bien situé. Bah oui, oui. Voilà. Donc on peut espérer que quelque chose sera à la place. Voilà sur cette question-là. Alors, il y avait d'autres questions? Non, c'est ça revient au même. Je voulais justement. Il y avait une question sur son commerce régional, sur les serres de Sion. Ah oui, il y a une question sur le centre commercial régional. Est-ce qu'il va retrouver ses commerces? Alors, nous y étions avec Antoine Beau hier midi, justement, parce qu'il y a une expérimentation qui se met en place, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui permet à des personnes en fauteuil roulant, elles arrivent et il y a un dispositif dans lequel elles rentrent sur les roues avant du fauteuil roulant. Il y a un guidon, donc c'est électrique, on se déplace comme ça, et il y a un panier, ce qui permet aux personnes en situation de handicap de pouvoir faire leurs courses de manière beaucoup plus pratique qu'en ayant le panier sur les genoux, sur le fauteuil. Et à cette occasion, on a rencontré le directeur du centre commercial, qui lui est en mode méthode Coué, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lui parle, il me dit mais tout va bien, monsieur le maire, tout va bien, on a des prospects, on a des enseignes qui vont venir, etc., etc. C'est vrai, hein, et je lui disais, oui, mais moi je vois, vous me dites ça à chaque fois que je vous vois, mais je vois plus d'enseignes qui ferment que d'enseignes qui ouvrent. À chaque fois que vous ouvrez un magasin, en fait, il y en a 2 ou 3 qui ferment à côté. Alors, on a prévu un rendez-vous qu'on va caler avec, non pas le directeur du centre, mais la direction dont il dépend. Et j'ai demandé à ce que soit présent aussi la direction de Carrefour, parce que je me dis, Carrefour, c'est la locomotive de ce centre commercial. Et Carrefour n'a pas fait de travaux dans son magasin depuis très très longtemps. Et c'est vrai qu'il n'est pas très attractif. Je vois plus d'Igny-Montin au Carrefour Market de Voisin ou au Leclerc de Bois d'Arcy qu'au Carrefour. Et donc, je ne sais pas ce que j'obtiendrai, mais ce que je veux demander à Carrefour, c'est d'essayer de faire des efforts dans son magasin, parce que je fais le pari que si Carrefour retrouvait plus de fréquentation, attirerait plus de monde, nécessairement il y aurait plus de passages dans le centre commercial et donc ça attirerait des enseignes pour venir s'installer. Donc voilà, je vous dis où j'en suis, c'est pas très encourageant. La seule chose qui là-dedans me conforte un tout petit peu, c'est que et Carrefour et le centre commercial vont participer au financement des travaux de l'hypercentre. Et ils vont quand même mettre une somme au total d'un peu plus de 8 millions d'euros dans des travaux qui sont en fait invisibles, puisqu'il s'agit de la couche d'étanchéité sous l'aménagement qu'on va faire nous, pour protéger leur parking en dessous. Ils auraient pu nous dire non sur ces travaux-là. Ils auraient pu dire pas maintenant, on n'a pas les moyens. Ils ont accepté de se lancer dans ces travaux, de mettre les 8 millions sur la table. Donc, s'ils le font, c'est qu'ils croient en leur centre commercial. Sinon, ils ne mettraient pas cet argent. Ils ne le mettraient pas là, en tout cas. Donc, j'ai cet espoir-là qu'entre les travaux que nous allons réaliser là sur l'hypercentre, qui vont transformer tous ces espaces, les rendre beaucoup plus agréables, qui vont donner sans doute plus envie aux gens d'y passer du temps, parce qu'il y aura les terrasses, il y aura des espaces verts, il y aura beaucoup d'espaces piétonniers, des sentes cyclables également beaucoup plus confortables. J'espère que ça va attirer des gens à nouveau sur le quartier, mais je voudrais que Carrefour fasse de gros efforts sur son magasin, de façon à attirer à nouveau les gens, sachant que l'essentiel du chiffre d'affaires de Carrefour, ce n'est pas le caddie que vous faites, vous, le week-end, pour ceux qui y vont encore, c'est le petit panier du salarié des entreprises qui sont situées autour. Ah oui. C'est ça qui représente l'essentiel des rentrées financières de Carrefour. Donc, or, ces gens-là, pour discuter pas mal d'entre eux quand même au fil de l'année, eux aussi me disent,
par exemple ceux de la zone d'activité du Pas-de-Jacques, me disent, avant j'allais à Carrefour, maintenant je préfère aller au Leclerc. Le Leclerc a été refait, il est plus beau, etc. Voilà, puis c'est finalement pas beaucoup plus loin, donc je préfère aller sur le Leclerc. Donc ça, c'est ce que je vais défendre auprès de Carrefour pour leur dire, toute cette clientèle qui était votre clientèle majeure, vous êtes en train de la perdre parce que vous avez des choix à la fois de ne pas faire des travaux et de mise en avant de produits qui ne correspondent pas à toute cette clientèle-là. Donc il faut changer ça. Donc je vais discuter avec Carrefour, voilà, je ne sais pas ce que j'obtiendrai, mais en tout cas, c'est le pari que je fais. Je me dis, si on arrive vraiment à relancer la locomotive Carrefour, on devrait relancer le centre commercial, en plus évidemment de tous les travaux que nous allons réaliser sur les espaces publics. Donc voilà pour cette question. Et où en est le projet de rénovation de la zone avenue du Manet? Donc, vous savez, là, c'est. Vous voyez de quoi on parle? Briques rouges, là. Hein, tout en briques rouges, là, les petits bâtiments. Donc, on avait vu d'abord plusieurs promoteurs qui avaient essayé d'y aller directement en négociant avec des commerçants pour racheter leurs cellules et pour faire évidemment du logement à la place. Plutôt que de les laisser faire comme ça, on a rencontré les commerçants, on leur a proposé de trouver un promoteur sérieux qui travaille avec eux sur un projet dans lequel ils puissent remettre les commerces en rez-de-chaussée et mettre du logement au-dessus. Donc les commerçants sont d'accord avec ça. On a regardé un petit peu les premiers sujets de volumétrie. Hein. Pour l'instant, on n'est pas du tout sur à quoi ressembleront ces bâtiments, mais on est sur les questions de volumétrie. Donc le promoteur qui a été retenu rencontre maintenant tous les commerçants. Ça prendra du temps, évidemment, parce que là, on est sur des négociations privées, donc ça peut prendre 2 ans, peut-être plus. Ça peut ne pas aboutir, parce qu'il suffit d'un commerce qui n'est pas d'accord pour que l'opération capote. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir un échec. Mais voilà, en tout cas, le travail est entamé, et j'ai rencontré le promoteur il y a quelques semaines de ça, qui était plutôt optimiste, en tout cas dans le dialogue qu'il pouvait avoir avec les commerçants. Ça, c'est déjà un bon signal. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui sur ce sujet. C'est où ça? Vous savez, vous avez. Oui, c'est ça. Oui, l'ensemble. Oui, vous avez tout. Voilà, exactement. Voilà. L'école de musique, etc., etc. Et voilà. Et en fait, ils ont des problèmes, par exemple, pas le vétérinaire, mais le dentiste, ils ont des problèmes d'accessibilité. Et dans ces bâtiments-là, on ne peut rien faire. Donc, il y a des tas de problèmes qui se posent maintenant. Donc, l'idée, c'est de refaire quelque chose en remettant des commerces, des locaux d'activité, et évidemment, pour financer, parce que ça coûtera très cher, de faire du logement au-dessus. Mais on resterait, grosso modo, on resterait sur le gabarit qui est en face, pour pas dénaturer le quartier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On est arrivé au bout? Lucien. Attends, on va te passer le micro, Lucien. Attends. Oui, la circulation sur l'avenue du 4 avril. Oui. Parce que parfois c'est bouché, complètement bouché, ou alors il n'y a personne, mais alors les gens roulent très vite. Quant au stop qui normalement devrait faire arrêter les gens à l'égard de la rue Saint-Martin, il est là pour la décoration. Ça va être pas vraiment ralentissant. C'est un peu glissant. On va installer un radar dans ton jardin. Non, mais on a, moi qui passe souvent par là, quand je passe, je vois plutôt les gens. Disons que, comme disait Madame Loss, il est parfois un peu glissant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on ne s'arrête pas tout à fait, mais on freine, quoi. Après, sur l'avenue, Eric, je n'ai jamais eu d'information de problématiques. On va regarder. On va être vigilant. Non, mais bon, avant, Lucien est dessus, donc j'entends ce qu'il dit, mais moi, j'ai jamais constaté, en tout cas, qu'il y avait un trafic important, en tout cas en vitesse. Ça fait quelques temps. Il faut compléter par rapport à ça. Quand j'étais au conseil de quartier, on avait voté qu'il fallait une balise de priorité de l'autre côté, parce qu'il y a une priorité à droite quand on vient de la rue de Saint-Martin. Oui. À droite, à gauche, on a le stop. Et à droite, ça déboule. Donc, on regarde si le gars s'arrête. Et en même temps, ça vient de la droite. Donc, on avait voté
il n'y a pas eu d'effet parce que le panneau n'existe pas, mais il y avait eu l'idée de mettre une balise de priorité pour que l'autre côté, il ne soit pas prioritaire. Ça laisse du temps à gauche et à droite pour prendre le virage. C'était une proposition qui avait été adoptée. Hein. Bon, il n'y a pas eu d'effet parce qu'il n'y a pas de panneau. C'est une idée qu'il y a une priorité à droite, mais c'est vrai qu'il faut jeter un coup d'œil à gauche et à droite. Voir si le gars il s'arrête au stop et l'autre côté, s'il n'y a pas une moto qui arrive. Donc le compromis, c'est peut-être de mettre une balise de priorité. Ça vaut ce que ça vaut, je ne sais pas. On n'a pas d'accident. Hein. Non, il n'y a pas d'accident. Pour moi, c'est pas. Il n'y a pas d'accident. Et je vous dis encore une fois, vraiment, je passe quasiment tous les jours par là. Oui, on est vigilant, on est bien à droite, mais les voitures, moi, je ne les vois pas spécifiques. C'est pour ça que je disais, Lucien, je ne devais pas arriver très vite, parce que moi, j'arrive effectivement par la rue Saint-Martin, et je ne vois pas de voiture qui arrive à toute vitesse de ce côté-là. En tout cas, peut-être. Écoute, on regardera, mais je n'ai pas constaté. Sur la quantité. Ah oui. Il y a un sujet dont je dois vous parler aussi, et Antoine m'y fait penser parce qu'il y a une question sur le réseau fibré. On fera un article dans le journal bientôt, puisque vous savez qu'on va bientôt arriver à la fin du réseau cuivre. Il va être complètement supprimé. Donc, on va préparer un dossier dans un des prochains journaux pour bien tout expliquer sur les conséquences de la suppression du réseau fibré sur du réseau cuivré sur la ville. Sur ça. Ah non, hein. Vous avez vu, en plus, il paraît que ça fait un embouteillage terrible là-haut et que ne peut plus observer le ciel. Enfin, c'est une catastrophe. Je suis au courant. Ouais. Non, pas tout sur Starlink quand même. Mais en tout cas, voilà, on va. Alors, sur les réseaux fibrés, globalement, les choses s'améliorent peu à peu tout de même. On a encore des problématiques, on a encore parfois des armoires avec des branchements sauvages. Ça s'est quand même bien atténué par rapport aux années précédentes. Vous vous rappelez, monsieur, alors vous viviez l'enfer, hein, on avait vu l'opérateur ensemble. Bon, depuis, ça s'est arrangé. Voilà. Donc, globalement, c'est plutôt mieux, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a une armoire, en fait, où il y a eu tellement de débranchements et de rebranchements que c'est devenu un plat de nouilles incompréhensible. Et quand les techniciens arrivent, comme ils sont payés au branchement, quitta, ils débranchent quelqu'un et ils branchent. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à l'opérateur de nettoyer entièrement l'armoire, c'est-à-dire de tout retirer et de tout remettre en ordre pour que les opérateurs, les techniciens puissent intervenir sans tout débrancher. Donc, en général, ça se passe plutôt bien. L'autre problématique qu'on peut avoir aussi parfois sur la fibre, c'est que dans quelques immeubles, il n'y a pas suffisamment de branchements qui ont été mis en œuvre. Donc là, pareil, le technicien, quand il arrive, comme il est payé au branchement, il débranche un voisin pour brancher son client. J'ai des gens qui me racontaient qu'à chaque fois qu'ils entendaient entrer quelqu'un dans le hall, ils sortaient pour voir si c'était un technicien, de peur qu'on leur débranche leur système. Mais bon, on les identifie et petit à petit, on arrive quand même à supprimer ces problématiques-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie beaucoup pour cette soirée, Monsieur Bouissy. Peut-être à l'an prochain pour parler de la rue Alsace-Lorraine. Il y a un petit point que j'ai oublié. Un petit point, c'est les chiens canines parce que c'est la misère. Au niveau des sacs, vous savez, la marque Sacomac, là. Alors, pas de chien, mais j'ai pas de chien. On en remet. Mais par contre. Non, mais c'est pas ça, l'histoire, je termine. C'est qu'en dessous, il devrait y avoir des poubelles. Donc, il y en a, il joue le jeu, il ramasse. Hein. Mais en cours de route, il ne ramène pas à la maison. Donc, ça part dans les haies, quoi. Ça part pas pour